enregistrement parce qu'il y a peut-être certains participants qui ne sont pas là ce soir et qui donc auront besoin de voilà d'écouter l'enregistrement ultérieurement. Alors, comme je vous l'ai dit, cette première soirée va être dédiée donc aux bases du coaching. On va voir ce soir un petit peu globalement ce qu'est le coaching. Je sais peut-être que parmi vous, certains pratiquent déjà ce métier, peut-être. D'autres peut-être sont complètement novices, mais de toute façon, c'est pas grave. La formation, elle est faite absolument pour commencer du départ, hein, pour bien poser les bases. Vous verrez que on va essayer de vous donner le maximum d'éléments. Vous allez avoir un travail à faire assez complet, assez mixé entre donc nos cours, nos soirées, mais aussi des pratiques entre vous et aussi des pratiques en soirée. Vous verrez qu'il y a certaines dates où on va se retrouver en plénière et on se divisera en deux groupes et vous aurez à coacher en direct. Donc, ça va être extrêmement pratico-pratique. Voilà. Alors, Natacha, vous êtes en visio. Bonsoir Natacha, bonsoir. Je vois que vous êtes dans un pays. Il fait chaud en France, je crois, en ce moment. Nous, on a froid au Kenya, Il mais fait chaud, oui, il fait chaud, c'est ça. Alors, Natacha, c'est ça. ce que je vous propose, peut-être, si ça ne vous dérange pas, c'est d'enlever la vidéo. Non pas qu'on n'a pas envie de voir, au contraire, mais dans le sens où, comme on est nombreux, c'est pour éviter que ça prenne trop de bande passante. Voilà, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, ça faisait plaisir de voir votre joli sourire. Voilà, et c'est vrai que nous, ici au Kenya, on a froid. Alors, quand je vois tout le monde en sueur, j'ai eu des clients toute la journée qui étaient en sueur, ça me paraît incroyable. Voilà, mais c'est en effet l'été. Alors, j'ai l'impression que vous m'entendez tous bien. Est-ce que maintenant, ma deuxième question, et je vous demanderai de me faire un petit retour chat rapide si ça ne vous ennuie pas, est-ce que vous voyez mon écran et notamment le titre, les bases du coaching? Voilà, normalement, vous êtes censé voir le document support. Super, merci. Bon, je vois que vous êtes très, très réactif. Génial. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, allons-y, on va se lancer. Alors, ce soir, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit peu plus une soirée, comment dire, de présentation des éléments. On va essayer de vous aider un peu à comprendre et à identifier les principales compétences du coach, puis aussi à maîtriser un petit peu les paramètres qui sont incontournables, on va dire, sur la coach attitude. Mais pour ça, déjà, il faut savoir ce que c'est que le coaching. Il faut bien le différencier des autres métiers, notamment des métiers d'aide à la personne, bien sûr. Alors, Nicolas, oui, Nicolas nous pose déjà la question de savoir si vous aurez des slides. Oui, sachez que à chaque fin de cours, vous aurez à disposition sur la plateforme, c'est l'intérêt aussi de ICI et de ce travail, de ce parcours à distance, c'est que vous aurez à chaque fois et le PDF, bien évidemment, et l'enregistrement de notre soirée. Hein. Donc, vous aurez tout ça, voilà, vous aurez tout ça en lien et en accès direct, bien évidemment. Alors, notre programme de ce soir, alors, quelqu'un dit qu'il ne m'entend pas. Si, est-ce que les autres m'entendent? Si les autres m'entendent, c'est Noël au Kenya. Oui, c'est ça. Tout le monde m'entend, d'accord. Alors, je suis désolée pour la personne. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vous appeler par votre prénom parce que c'est marqué no name. Mais si vous ne m'entendez pas, vu que tout le monde m'entend, je vous conseille, c'est de vous déconnecter et de revenir. C'est peut-être que vous avez un petit souci, vous, de votre côté. Ça, sachez-le, c'est un peu notre règle à ICI. S'il y en a un parmi vous qui a l'impression de ne pas entendre, bien sûr, vous m'en faites part dans le chat. Et puis, je vérifie auprès de tout le monde si tout le monde est dans le même cas, auquel cas c'est de ma faute. Si jamais personne n'a le même problème, donc c'est à la personne de se déconnecter et de revenir, c'est qu'il y a un petit bug. Hein, mais vous ne stressez pas, il y a pas, ça arrive, c'est des baisses de tension des fois de connexion. Hein. Vous allez voir, vous allez prendre le coup très très vite de ces formations à distance. Alors, notre programme de ce soir, pour revenir dessus, donc bien sûr, on va voir déjà les définitions du coaching, ses origines et ses composantes. On va voir aussi quelles sont ses caractéristiques et surtout ses limites ou ses frontières, plus exactement. Comment on différencie ce coaching des autres formes. Et puis, bien évidemment, on va aussi s'interroger sur quelles sont les possibilités, les formes de coaching. C'est bien de poser les choses tout de suite parce que je pense qu'il est important pour vous dans cette démarche d'apprentissage de déjà vous questionner sur quel coach vous voulez être, quel type de public vous voulez avoir, quelle forme, etc. Et puis vous verrez ensuite, on finira sur des questions qui sont aussi importantes à se poser en début de formation, notamment pour ceux qui débutent complètement. C'est-à-dire, c'est d'être, comment dire,
un petit peu au clair avec, hop, alors attendez, excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui vient de s'afficher. Alors c'est un petit peu les règlements de première soirée, hein, comme vous n'êtes pas encore habitués les uns et les autres. C'est Alima, non? C'est peut-être Alima que je vois à l'écran. Non, c'est Vous m'avez Wafa. enlevé. Donc en fait, là, c'est Wafa qui est resté. Oui. D'accord. Voilà, Oui. à l'image, je vous ai enlevé. Alors, Wafa, excusez-moi, oui, c'est vrai, je vois que c'est vous la caméra. Wafa, ce que je vous propose, bonsoir Wafa, bienvenue. Je vous propose d'enlever votre caméra. Non pas, voilà, parce qu'encore une fois, on peut pas vous voir, mais simplement, c'est que personne n'est en vidéo pour des raisons de bande D'accord. passante aussi. Voilà. Mais Ok, bienvenue. parfait. Voilà. Merci. Merci à vous. Ok. Alors, allons-y sur nos définitions du coaching. Voilà, vous allez voir, on va tous s'adapter, hein. C'est les premières soirées, c'est toujours un peu comme ça. Tout le monde est un peu connecté au niveau de l'audio et de la vidéo. Donc, sachez-le quand vous rentrez maintenant. C'est voilà, vous coupez le son, vous coupez la vidéo, comme ça déjà c'est plus facile et c'est plus fluide pour nos échanges. Bien évidemment, vous pouvez reprendre le micro si vous souhaitez vous exprimer. Voilà. Alors allons-y. Ben, écoutez, on va commencer déjà par le coaching. Je vais vous présenter ce soir 3 définitions qui sont un peu pour moi, comment dire? Des poupées russes, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, on va partir de la plus générale pour aller un peu à la plus spécifique. J'ai essayé de prendre 3 types de définitions, mais vous allez voir, globalement, on retrouve des points communs dans ces 3 définitions. Alors, on va beaucoup s'appuyer lors de notre formation sur la Fédération internationale de coaching. Comme je vous ai dit, donc moi je suis certifiée de cette fédération. Les enseignants qui vont vous enseigner pendant tout ce cursus sont aussi des personnes qui sont certifiées de la fédération. On en reparlera ultérieurement quand je vous parlerai de tous les organes et notamment de l'éthique et de la déontologie. Notre métier a besoin d'être structuré et c'est vrai que pour cela, il y a des, on va dire, des communautés ou des organes professionnels qui existent. L'un de ces organes est important, c'est la Fédération internationale de coaching, mais il y a aussi EMCC qui est lié plus à l'Europe, il y a aussi des fédérations françaises, etc. Mais la Fédération internationale est celle qui est la plus grande, on va dire, et qui est présente dans le monde entier. Donc la définition de cette fédération, c'est de dire que le coaching est un partenariat. Alors vous voyez, je vous ai mis en rouge les éléments qui sont importants à retenir. C'est un partenariat, on est bien d'accord, donc à égalité entre un coach et son client. On parle bien de client, d'accord. Encore une fois, on peut se permettre d'aider, d'accompagner une amie, une sœur, un mari, un enfant, bon, soit, mais on n'est pas dans une relation de coaching en tant que telle, puisqu'on n'est pas sur un partenariat lié à avec un client et avec un contrat. On le verra après. Donc, ce partenariat apporte à la personne donc, qui est coachée un cadre de réflexion et de créativité inspirant. Donc, on voit bien que c'est une notion de cadre, hein, c'est-à-dire qu'on met une structure autour de la personne pour qu'elle puisse en effet avoir la liberté de réfléchir et d'inventer et de réinventer des fois sa vie, qui vont l'aider à tirer le meilleur parti de son potentiel personnel et professionnel. Donc, comme vous le savez, bien sûr, le coaching peut se faire dans la vie perso comme dans la vie professionnelle. Alors, pour le moment, vous voyez comment dire, cette définition, elle pose les choses, elle pose les choses sur le partenariat, elle nous parle de structure, elle nous parle d'espace de liberté, de réflexion, de créativité, et elle nous dit que la personne, hein, on est bien d'accord, c'est pas le coach, mais la personne coachée va tirer le meilleur parti de son potentiel. Donc c'est elle qui a le potentiel et c'est elle qui en tire le meilleur parti. Donc déjà, ça me donne 3 indicateurs, mais ça reste encore assez large. Alors, Mehdi nous demande, alors excusez-moi, je rebondis en même temps sur le chat, si le niveau de légitimité de cette fédération, est-ce qu'elle est reconnue par les organismes professionnels, par exemple? Alors, Mehdi, il faut savoir que la Fédération internationale de coaching, c'est l'organisme professionnel par excellence du coaching. Voilà, c'est ce qui est présent dans le monde entier. Il y a, je ne sais plus combien de branches, 180, je crois, quelque chose comme ça, dans tous les pays du monde. C'est ce qui est reconnu. Si vous travaillez avec des grosses organisations, des grosses entreprises, elles reconnaissent surtout la Fédération internationale de coaching, hein. Donc ça, sachez-le, c'est hyper important. Même s'il y en a d'autres, celle-là est vraiment la plus, je veux dire, rayonnante, en tout cas. Deuxième définition, qui encore va un petit peu plus loin, vous allez voir, on reste toujours sur cette notion de cadre, de partenariat. Donc, le coaching se définit comme une relation suivie,
dans une période définie. Donc, vous voyez, on retrouve toujours cette notion de relation, on retrouve cette notion de cadre avec une période définie. On est bien d'accord, il y a une période définie, c'est-à-dire il y a un début et il y a une fin. On n'est pas des thérapeutes qui coachons pendant des années, des personnes, la même personne. Hein. Si ça arrive, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Et qui permet au client d'obtenir des résultats concrets et mesurables. Ça, on va beaucoup en parler, vous verrez notamment avec la notion d'objectif dans sa vie professionnelle et ou personnelle. Et à travers le processus de coaching, le client approfondit ses connaissances et améliore ses performances. Donc, vous voyez, on retrouve le partenariat, on retrouve le contrat. Par contre, là, on va un petit peu plus loin, puisqu'on parle d'une période. Il y a un début, une fin. On parle de résultats. Hein. On n'est pas seulement là pour exprimer un potentiel, on est là pour obtenir des résultats qui sont concrets, qui sont mesurables. Et puis, ça va passer par un processus où on va être conscient, donc on va apprendre, mais aussi on va passer à l'action puisqu'on va améliorer nos performances. Donc, on a la conscience et on a l'action. Donc, ça, c'est aussi deux points importants. Euh, Encore une fois, et ça, vous allez voir, on va beaucoup en parler ce soir, le coaching n'est pas une psychothérapie, d'accord. Déjà, rien que par cette définition, on voit bien pourquoi ça ne l'est pas. Hein, le fait d'être dans une période définie, d'attendre des résultats concrets et mesurables, etc., d'être sur la notion quand même de performance, hein, de mise en œuvre. Et vous verrez, il y a d'autres éléments qui différencient ce coaching de la psychothérapie. Mais donc, ça n'est pas une psychothérapie. Sachez par contre que le coaching va très bien en complémentarité d'une psychothérapie. Moi, j'ai par exemple beaucoup de clients qui ont d'un côté mènent une thérapie, voilà, sur des problématiques beaucoup plus personnelles et où ils ont besoin de creuser voilà leurs difficultés, comprendre, etc., revenir sur le passé, et qui mènent un coaching avec moi. Et c'est vrai que les deux peuvent à la fois être extrêmement complémentaires et très bien se passer. Et ça nous arrive même très souvent en tant que coach de suggérer, je dis bien suggérer, à nos clients quand on sent qu'il y a un problème de fond, quand on sent qu'il y a quelque chose qui touche plus à l'aspect psychologique ou autre, bah, de leur recommander ou de leur suggérer d'aller voir un thérapeute. Hein, ça peut arriver, ou de les renvoyer carrément vers un thérapeute. Moi, ça m'est arrivé parce que voilà, la problématique n'était pas une problématique de coaching. Hein, donc ça, il va falloir qu'on soit très clair ensemble dès aujourd'hui, dès ce soir, que vous soyez capable de faire la part des choses. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Voilà. Et alors, je vais vous montrer la troisième définition que moi j'aime bien, qui est une définition donnée par un monsieur qui s'appelle Pierre-Jean de Jong. Peut-être certains d'entre vous, comment dire, le connaissent ou en ont entendu parler. C'est un coach de la Fédération internationale de coaching. Je crois qu'il est belge d'ailleurs. C'est un coach MCC, donc c'est le niveau le plus élevé de la fédération. Je vous en parlerai plus en détail quand on sera sur ce sujet. Et je trouve qu'il donne une définition assez précise, finalement, qui est un peu, on va dire, le regroupement des deux précédentes et qui va encore un petit peu plus loin. Parce qu'il reprend tous les éléments et selon moi, il en ajoute d'autres qui sont quand même assez essentiels dans notre métier. Donc lui, il dit que c'est d'abord une relation contractuelle. Donc vous voyez, là, on reprend notre première définition, au cours de laquelle le coach accompagne le coaché dans la détermination, la précision et l'accomplissement de ses objectifs personnels et ou professionnels. Donc toujours le perso ou le pro. Mais là, on est dans un accompagnement pour déterminer des objectifs personnels et professionnels. Le coach est responsable de la mise en œuvre des décisions, ça c'est important, avec son coach et donc de ses résultats. Attention, c'est pas le coach qui est responsable pour ça, on en parlera dans l'éthique et la déontologie. Le coach est là pour accompagner, mais c'est bien le coaché qui se gère, qui prend ses décisions, etc. Le coach a une obligation de moyens, je vais vous expliquer pourquoi après, qui est de mettre au service de son coaché ses compétences et son éthique, bien sûr, pour lui permettre de prendre conscience. Donc, vous voyez, on revient sur cette notion de prendre de connaissance de sa situation de façon systémique afin de prendre les meilleures décisions pour lui en respectant son environnement. Il l'accompagne dans la mise en œuvre des décisions jusqu'à l'atteinte des résultats. C'est donc un parcours d'apprentissage, de développement personnel et ou professionnel. Donc ça, c'est quand même assez important parce que, comme vous le voyez, donc lui, il parle d'une relation contractuelle. Il parle en effet d'objectifs, donc de précision des objectifs et de mise en œuvre, donc de décision et de mise en œuvre. Tout ça passe encore une fois par un parcours d'apprentissage. Et le coach, il est là pour soutenir là-dessus, hein, d'accord. Il a une obligation de moyens. Il n'a pas une obligation de fin.
D'accord? Donc ça, qu'on soit bien clair là-dessus. Attention, parce que moi, je supervise beaucoup de coachs aussi qui sont déjà en exercice, hein, parce que c'est important d'être supervisé en tant que coach, sachez-le. C'est une des obligations que l'on a normalement. Et il y en a certains qui me disent, quand ils débutent, ah bah, j'ai en fait dit à mon client qu'il me payera en fonction des résultats. Ouh, là, non, non, évitez ce genre de choses, c'est mieux de pas faire ça. D'accord? Déjà parce qu'encore une fois, ça déresponsabilise le client, c'est quand même bien lui qui est responsable de ses résultats, hein. Vous êtes là pour l'accompagner, c'est lui qui est maître à bord, hein. D'accord? Alors, je vais revenir un peu sur le chat parce que je vois que ça défile un petit peu. Nicolas nous dit les personnes en formation de coaching aussi devraient consulter un thérapeute. Oui, Nicolas. Alors, euh, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'on part du principe, en effet, on en parlera la prochaine fois d'ailleurs, que pour faire un bon coach, il faut quand même avoir déjà fait un travail personnel. Oui, on est clair. Qu'il soit de type thérapeutique ou coaching d'ailleurs, hein, ça peut être tout à fait des personnes qui ont été accompagnées par un coach. Voilà. Mais en effet, je suis assez d'accord avec vous. Il faut avoir fait un travail personnel. D'ailleurs, pour certains, c'est même une condition sine qua non pour être un bon coach, c'est d'avoir fait en effet un travail, voilà. C'est quand même important, on est d'accord. Nicolas devrait, car il y a risque de manipulation. Oui, alors sans aller jusque-là, Nicolas, mais c'est vrai que c'est important. À partir du moment où on estime qu'on a quelque chose à donner aux autres, il faut soi-même avoir fait un bout de chemin quand même, hein, et s'être remis en question. Et ça passe en effet par une réflexion avec des professionnels, hein, même si on peut être très résilient, on peut être quelqu'un qui s'auto-questionne beaucoup. Voilà, c'est quand même bien d'avoir une tierce personne, hein, voilà. Alors, Mehdi nous dit, est-ce que le coach doit absolument soutenir ou peut juger la légitimité des 10 objectifs? Alors, Mehdi, oui, le coach doit soutenir. Alors, on va en parler, rassurez-vous, hein, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, ça va un peu vite, mais je vois ce que vous voulez dire. Il faut savoir que le coach, il est là en accompagnement, d'accord? C'est extrêmement important. Vous n'êtes pas là pour juger votre client, vous n'êtes pas là pour lui dire que ses objectifs sont bons ou pas bons. Par contre, par un questionnement bien fait, on viendra largement sur le questionnement puissant, vous allez voir, par un bon questionnement puissant, vous pouvez aussi aider votre client à y voir clair et à choisir les bons objectifs. L'idée, c'est pas de laisser aller dans le mur si vraiment les objectifs, c'est une catastrophe. Mais en effet, on n'est pas là pour juger parce que vous avez vos filtres. D'accord? Et ça, on va en reparler. C'est important de s'en rappeler. Vous avez vos propres filtres. Donc, c'est vraiment pas à vous, de déterminer si ce sont des bons objectifs ou pas des bons objectifs. Attention là-dessus, hein. On reste dans l'agenda du client. On va en reparler aussi. Alors, Nicolas, oui, risque de toute puissance, c'est ça que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Mais ça, je vous dirais que vous ayez fait un travail thérapeutique ou pas, Nicolas, c'est un risque, hein. Je crois que c'est une question de personnalité et de prise de conscience. On fera en sorte sur votre promotion que ça n'arrive pas, bien évidemment, et qui est pas, vous verrez, on fera beaucoup de pratiques ensemble, vous serez observé, vous serez évalué là-dessus pour justement vous aider à pas rentrer dans ce type de problématique. Alors, Loïc, très bonne question, merci. Qu'entend-on par façon systémique? Sa situation de façon systémique, c'est-à-dire de prendre conscience de sa situation dans le système, hein, c'est-à-dire pas seulement de façon micro, si je puis dire, hein, c'est-à-dire orienté sur un petit morceau de la chose, sur un comportement ou sur une petite situation micro de sa vie. C'est vraiment pour essayer de l'aider à voir plus grand, c'est-à-dire à se voir lui dans une situation plus large et surtout dans son système, mais aussi voir son propre système à lui de fonctionnement, de pensée, de fonctionnement, de filtrage, voilà, hein. Donc c'est vraiment dans le système de façon globale. Donc avoir une vue d'ensemble, hein. Stéphane nous dit, à mon avis, si les objectifs ne sont pas smart, ce ne sera pas bon. Oui, Stéphane. Alors, ça, bien évidemment, ça sera votre rôle de coach, d'aider votre client à définir des objectifs smart et on va avoir tout ça, je vous rassure. Encore une fois, bien évidemment, le ne sera pas bon, c'est quelque chose, on fait attention en coaching parce que quand on dit pas bon, ça veut dire qu'il y a un jugement là-dessus, c'est bon, mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Par contre, c'est vrai que vous pouvez, en tant que coach, aider dans votre questionnement votre client à bien définir ses objectifs SMART et à vous assurer avec lui qu'on est bien sur des objectifs SMART. Oui, bien sûr. Non, non, tout à fait, Stéphane, vous avez complètement raison. Alors, bon, je vois que vous êtes un groupe super dynamique, donc c'est très bien, j'en suis ravie. Alors,
On est bien d'accord sur la définition, hein, on voit bien les éléments qui restent, on voit bien cette notion de prise de conscience, on voit plus large, on voit bien cette notion aussi de passage à l'acte, on voit bien cette notion de début et de fin, de contrat, de partenariat très important. Si je devais mettre quelques éléments à garder en mémoire pour vous dès le départ, parce que ça va être un peu votre socle, hein, on est d'accord, ça va être votre base d'exercice, de bien vous rappeler qu'est-ce que c'est que cette relation de coaching. Parce que vous allez voir, à longueur de journée, on est sollicité quand on est coach, et même soi-même, parce que on aime ce qu'on fait, on est tous là ici, je pense, parce qu'on a envie d'aider les autres. Donc on est tous amenés un peu à sortir de notre cadre. C'est pas grave, c'est pas très grave. C'est pas grave à partir du moment où vous êtes conscient que vous le faites et que vous le faites à bon escient. Hein. Si vous le faites tout le temps sans vous en rendre compte et sans que vos clients s'en rendent compte, là, ça devient un problème. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez important. Alors, les points à retenir. Déjà, il y a une relation d'égalité et un partenariat. Et ça, j'insiste, vous allez voir pourquoi, parce que je suis sûre que parmi vous, et ça a été mon cas aussi, c'est pour ça que j'en parle très librement, je suis sûre que parmi vous, il y en a beaucoup qui viennent du monde de la formation ou du consulting, et que dans ces secteurs, on est moins sur une relation d'égalité, parce qu'il y a celui qui a la bonne parole et puis il y a celui qui reçoit cette bonne parole. On est bien d'accord qu'en coaching, on est dans une relation d'égalité, c'est-à-dire qu'on arrive, on est vierge aussi du souci et du problème de son client et on accueille. D'accord. Et on est dans un partenariat, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on va dire, le conseil, la vision que moi j'ai compris en fait son problème, mais lui il l'a pas encore compris. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment d'égalité, hein, d'égal à égal, pardon. Deuxième point très important, dans le coaching, on va vers du positif et les ressources de la personne. Hein, l'idée, c'est pas aller lui mettre la tête sous l'eau, on est bien d'accord, sinon il faut faire autre chose. Mais bien évidemment, on essaye par notre questionnement, par notre attitude, on verra tout ça la semaine prochaine d'ailleurs, d'orienter la personne vers du positif. Troisièmement, le coaching est cadré dans le temps. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Un début et une fin. Encore une fois, vous n'êtes pas censé accompagner quelqu'un sur des siècles. D'accord? Euh, Ça peut arriver. Moi, par exemple, pour prendre l'exemple, j'ai des clients que j'ai depuis longtemps. Euh, mais je ne les ai pas sur le même objectif. Jamais. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Hop, excusez-moi. Natacha, je ne sais pas pourquoi votre micro se déclenche, se redéclenche à chaque fois. Je ne sais pas s'il faut que vous le coupiez vraiment de votre côté parce que ça fait un bruit de fond, ça va être compliqué pour l'enregistrement. Voilà, j'entends un bruit de fond et je ne sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave. Oui, donc je vous disais, donc moi j'ai des clients en effet que j'accompagne depuis longtemps. Mais si vous voulez, on a des débuts et des fins, puis on a des coupures entre-temps. Vous voyez, là, par exemple, j'ai une jeune femme dans une grosse organisation, on a fait un processus de 9 séances, le résultat était atteint, tout va bien, on a arrêté, etc. On a pris acte l'une et l'autre qu'elle avait atteint ses objectifs, elle était très contente. Et puis voilà, puis il y a eu un laps de temps. Puis 2 mois après, elle est revenue vers moi parce qu'une autre problématique professionnelle se pose à elle et qu'elle aimerait reprendre des séances, mais sur ce nouvel objectif. Et donc, ça reste cadré dans le temps. Hein. On a un début, on a une fin par rapport aux objectifs qu'elle a définis. Quatrième point, c'est contractuel. Un coaching, il y a un contrat. On en parlera longuement lors de notre troisième séance ensemble, donc pas la semaine prochaine, mais celle d'après, sur la notion du contrat. Très important, un contrat de coaching. Moral, mais aussi écrit. Ensuite, le coaching, la relation de coaching, elle est centrée sur le processus plutôt que le contenu. D'accord? C'est-à-dire, et vous verrez, je vais vous expliquer, le coach, il va donner un cadre à son client. Il est là pour préserver encore une fois le cadre, pour lui donner cet espace, rappelez-vous, de liberté, de réflexion, d'invention. Le coaching est tourné vers le présent et l'avenir. Le passé, on l'aborde, mais on s'y attarde pas. D'accord? Parce qu'en effet, ça peut donner des clés de lecture à quelque chose, mais encore une fois, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas là pour creuser la relation au père ou à la mère, voilà, ou dans la fratrie, par exemple. Et bien sûr, un coaching, c'est tourné vers l'action et les résultats. C'est très pratico-pratique. D'accord? On est vraiment dans du concret, on est vraiment dans, on atteint quelque chose. Hein. On n'est pas des dames de compagnie. J'aime bien utiliser ce terme parce que ça arrive. Vous allez voir que des fois, il y a des clients qui arrivent et qui ont besoin de parler. Alors, je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter personne, et voilà.
Simplement, à ce moment-là, il faut en être conscient. C'est-à-dire, il faut être conscient que vous n'êtes plus vraiment dans un coaching. Il faut aussi que votre client soit conscient. D'accord. C'est-à-dire que si vous êtes sur une séance où la personne a envie de vider son sac, de parler de trucs, etc., bah, il faut à ce moment-là le stipuler. En disant, OK, j'entends aujourd'hui que vous avez peut-être besoin, parce que tel événement et tel événement, de parler de tout cela. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Oui, 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 OK. Bon, voilà. Donc, on n'est pas là dans comment dire, une situation de coaching classique. Voilà, je suis prêt à vous écouter. Après, c'est à vous de voir si vous êtes prêt ou pas, hein, mais voilà. Mais en tout cas, il faut être clair. On n'est plus dans du coaching parce qu'on n'est pas tourné vers l'action, on n'est plus sur un côté j'ai besoin de vider mon sac. Hein, voilà. Mais encore une fois, attention avec ce genre de séance, il ne faut pas que ça soit trop fréquent ou, ou permanent, et notamment avec le même client, hein, parce que sinon, on n'est plus dans du coaching. Hein, la personne cherche un autre type de professionnel. Alors, que nous dit Olivier? Les apprenants possèdent aussi une partie des connaissances et compétences transmises. Oui, bien sûr, Olivier, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on est d'accord que dans la relation, quand vous arrivez en formation, les personnes, quand vous êtes formateur, les personnes attendent de vous que vous leur donniez quelque chose. On est d'accord? Et en tout cas des connaissances, a priori. Michel, comment définir le temps de coaching nécessaire au coaché? Ah, alors ça, vous inquiétez pas, on y reviendra. Michel, encore une fois, je ne veux pas qu'on aille trop vite là-dessus, mais en effet, on y reviendra. Ça se définit aussi, en effet, quand vous allez voir, vous allez poser le diagnostic, poser les objectifs, et vous allez voir ensemble. C'est encore une fois, ça fait partie du contrat, hein, que l'on pose au départ avec la personne, de combien de séances on pense qu'elle a besoin, et elle, qu'est-ce qu'elle ressent aussi. Hein, voilà. Alors, il y a Priska, peut-être, elle nous demande s'il y a une durée de coaching minimale et maximale. Alors, après, ça va dépendre des coachs. Moi, je vais vous citer ma propre expérience parce que voilà, c'est celle que je connais, et un peu globalement, bon, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça quand même. Euh, alors, ça dépend aussi des mandataires du coaching. Vous voyez, par exemple, je travaille pour une grosse organisation internationale qui, elle, me prend et prend les coachs pour ce qu'ils appellent un peu des one-shots. Vous voyez, donc on fait du coaching sur 1 heure et demie, 2 heures, sur une problématique professionnelle très précise. Bon, ça peut. Moi, je suis pas une grosse fan de ce système-là, je vais être honnête avec vous. Mais en effet, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, et c'est vrai que ça a le mérite d'être assez efficace, assez rapide. Voilà. Moi, j'aime bien plutôt le format 6 heures de coaching minimum. Voilà. Mais il y a des personnes qui aiment bien 3. Voilà, pour le minimum. Après, le maximum, moi, le maximum que je fais quand vraiment on est sur une situation complexe, avec voilà, beaucoup de choses challenging à passer, maximal, oui, c'est à peu près du 12, 15 heures, ça peut être. Il y a des coachs qui font beaucoup plus. Hein, donc ça, je vous dirais que ça va vraiment dépendre de votre client, des attentes, du mandataire aussi de l'opération. Enfin, pouvons-nous nous focaliser sur le présent et l'avenir sans vraiment résoudre des blocages du passé? Oui et non, Wafa. C'est-à-dire, on va l'aborder, oui. On va être, c'est vrai, vous avez raison, il y a des choses qui viennent du passé, donc c'est pas pour ça qu'on bloque complètement sur le passé. Attention, hein, moi, ça m'arrive de poser une question sur le passé à mes clients, bien évidemment, quand je sens qu'il y a quelque chose. Quand, par exemple, une croyance, hein, vous verrez, on traitera les croyances. Quand il y a une vraie croyance, bah, bien évidemment, bah, j'essaie de comprendre un peu d'où ça peut venir, malgré tout. Mais je vais pas m'y attarder, je vais pas faire une séance dessus. Hein, qu'on soit bien clair. Parce qu'encore une fois, je suis pas une thérapeute, je suis pas outillée pour ça non plus d'ailleurs. On va être clair. Hein. Donc, mais en effet, bien évidemment, attention, on ne dit pas qu'on ne fait absolument abstraction du passé. Simplement, on se focalise quand même sur le présent et l'avenir parce que c'est ça l'idée du coaching, hein, et c'est l'action. Hein. Nathalie, pourriez-vous revenir sur le point centré sur le processus? Oui, Nathalie, c'est-à-dire, mais je vais revenir d'ailleurs après, hein, Nathalie, c'est que on dit que le coach, il n'est pas là pour apporter le contenu du coaching, d'accord? Le contenu, il est apporté par le coaché. C'est-à-dire le coaché va venir avec ses problèmes, avec ses envies, avec ses besoins, avec voilà ses objectifs, etc. Par contre, le coaché là, lui, il est garant du cadre. Je vais vous remontrer ça dans 2 minutes d'ailleurs. Lui, il est là pour aider au processus. Il est là pour faciliter ce processus. Il est là pour donner de l'huile, hein, pour mettre de l'huile dans ce processus et aider le client à amener ce contenu. Hein. Voilà, c'est vraiment son rôle au coach, pardon. Voilà. Est-ce que ça vous semble plus clair, Nathalie et Yapi, pour le coup? Est-ce que ça vous semble plus clair rapidement? Même par le chat. D'accord, ok. Puis je voyais qu'Yapi était à peu près sur la même question. Hein. Je vais revenir de toute façon.
Ok, très bien. Alors, justement par rapport à ça, bon, je reviendrai sur ce cadre parce que c'est important pour vous de bien le comprendre, hein. C'est-à-dire que le coach est vraiment garant du cadre. Voilà, on va y revenir quand on va faire la différenciation avec d'autres types d'approches et d'aide à la personne. Mais le coach est garant du cadre. Il est là pour donner ce cadre de protection pour aider le client à se libérer, à conscientiser, à passer à l'action, hein. On va voir tout ça après. Alors, ceci dit, on a posé là maintenant ensemble quand même les bases de voilà la définition basique d'un coaching. On va bien sûr rentrer dans les profondeurs, mais voilà, déjà vous voyez un petit peu les éléments principaux qu'il faut retenir. Revenez tout le temps à ça plus tard. Même moi, je vous dirais aujourd'hui, avec je sais pas combien d'heures de coaching derrière moi, bah je reviens de temps en temps à ça, en me reposant la question, est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que je suis bien là ou pas, hein? Donc ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête. C'est un point important dans votre métier, ça va être votre socle. Alors, d'où vient le coaching quand même? Parce que c'est intéressant tout ça, de voir un petit peu bah, d'où il est né. On va pas refaire toute l'historique parce qu'on n'est pas dans un cours d'histoire géo, mais c'est quand même important que vous compreniez d'où ça vient parce que ça explique bien aussi ce que l'on entend par coaching pour le coup. Alors, comme vous le savez probablement, parce que vous avez dû en entendre parler, puis peut-être certains ont déjà fait leurs recherches, le coaching vient du monde du sport. Clairement, hein, les coachs sportifs sont nés avant nous, les coachs, les coachs professionnels ou de la vie personnelle d'ailleurs. Et je vous dirais, ça a commencé par un échec en fait, entre guillemets. C'est commencé par un monsieur qui s'appelle Tim Galloway, qui était un tennisman, enfin qui joue au tennis de façon très professionnelle. Et ce Tim Galloway, un jour, alors je crois que c'était pendant un championnat national aux États-Unis, c'est un Américain, il a, il était en train de gagner son match, enfin bref, et il doit faire à la dernière balle et il rate la balle. Bon, on va rentrer dans les détails, mais il rate sa balle. Bref. Alors qu'il avait tout pour réussir. Enfin voilà, cette balle, elle était, c'est quelque chose qu'il savait naturellement faire. Enfin, il n'y avait aucune raison qu'il échoue. Il a mal digéré cet échec, clairement. Et puis, il a beaucoup réfléchi à cette problématique et qu'est-ce qui avait fait qu'à ce moment-là précis, alors qu'il avait tout pour gagner, il avait tout pour matcher cette balle et être le vainqueur. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, son geste n'a pas suivi et que, en gros, il s'est un peu sabordé. Inconsciemment, il s'est sabordé. Ce monsieur, ensuite, est allé à l'université d'Harvard et dans les années 70, il s'est intéressé parce qu'il a continué à mûrir ce problème, à réfléchir à ce problème et il a donc fait de l'entraînement de tennis, il est devenu coach de tennis, etc. Et dans les années 70, il a voulu développer, enfin, il a commencé à développer un modèle qui est un petit peu le modèle à la base du coaching aujourd'hui, on va dire, alors qui a été revu à tous les niveaux, mais en tout cas qui est intéressant. Qui est intéressant. Pourquoi? Parce que ce modèle, bien sûr, est lié au monde du sport au départ. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, Inner Game of Tennis, mais vous verrez, allez voir sur Amazon, vous verrez, il y en a pléthore. Il y a Inner Game of Tennis, Inner Game of Golf, Inner Game of Work. C'est-à-dire qu'en fait, après, il a décliné, si vous voulez, sa théorie, qui est une théorie qui est vraiment notre base de travail, et qui est de dire que la performance de quelqu'un, la réussite de quelqu'un, si vous voulez, c'est son potentiel moins les interférences. C'est-à-dire que lui part du principe, et il a raison, qu'on a tous des interférences. On pourrait appeler ça, alors chacun va appeler ça comme il veut, les parasites, les interférences, les obstacles internes, les freins internes, enfin bref. Et c'est ça qui, en général, paralyse l'action. D'accord? Mais quand on est tout seul avec soi-même, c'est compliqué déjà de les percevoir, ces interférences, mais aussi de les neutraliser. Donc pour lui, il disait la performance, en fait, c'est tout le potentiel de la personne, euh, moins bah, tout ce qui va la paralyser, comme lui ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est passé dans sa tête, hein, enfin complètement inconscient d'ailleurs, et qui a fait que paf, sa performance n'était pas là. Donc, il a beaucoup travaillé avec les sportifs. D'ailleurs, ça a été aussi la base du coaching sportif, hein, cette histoire de potentiel moins interférence. Et il a développé ça, il a décliné ça après dans le monde bah, de l'entreprise, le monde professionnel. C'est-à-dire que c'était pareil. C'est que la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Et donc, il fallait bien évidemment travailler sur ces interférences pour pouvoir libérer la performance. Oui, Natacha, en effet, les croyances limitantes en font partie, mais pas que.
Hein. Dans les interférences, il y a plein de choses. Hein. Il peut y avoir des choses extrêmement objectives et puis des choses tout à fait subjectives comme les croyances, comme les limites que l'on se pose soi-même, comme peut-être des valeurs contradictoires. Enfin, il y a plein d'éléments comme des besoins, des fois qui peuvent vous paralyser, etc. En fait, c'est amusant, je vous raconte cette petite anecdote parce que ça m'amuse. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, les joueurs de tennis, ils s'engueulent tout seuls, ils se parlent à eux-mêmes un peu. Euh, et en fait, lui, il est parti un peu de là, c'est-à-dire c'est le self 1, c'est-à-dire soi-même 1 qui parle à soi-même 2. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils engueulent? C'est leurs interférences qu'ils engueulent. Quand vous savez, quand on voit à l'époque, pour ceux d'entre nous qui ont l'âge de s'en rappeler, McEnroe ou quoi, enfin, vous savez, qui rouspète. Alors, il engueulait souvent l'arbitre quand même, mais le joueur de tennis, il a ce côté-là. Donc, il parle à ses interférences. Voilà. Et donc, lui, il part du principe que à un moment, on a un potentiel. Ce potentiel, en effet, il est extensible, on peut aller loin, mais il y a un moment, et puis plus on vieillit, plus, alors c'était un peu ça aussi son idée, plus on vieillit, plus ce potentiel, il va rester le même, plus ça va peut-être être compliqué. Par contre, là où on peut gagner pour sa performance, c'est sur les interférences, c'est-à-dire mieux gérer ces interférences-là. Hein, tout à fait. Oui, alors Michel, le jugement de l'autre aussi, l'ego, le mental, ouais, bien sûr, on peut mettre plein de choses là-dedans. Et là, c'est au rôle du coach d'explorer ça avec son client. Hein. Et il peut travailler sur les interférences, mais aussi sur le potentiel. Hein. Et donc, est né ce triangle que je trouve intéressant et qui est donc la notion de conscience. Vous voyez, on revient encore à notre définition de tout à l'heure. La conscience, c'est-à-dire que ça passe d'abord par la conscience. Elles sont où mes interférences? Hein? C'est quoi mes interférences? D'accord? Et puis, ensuite, je vais faire le choix de les diminuer ou de les supprimer. Hein, je vais faire un choix, je vais décider de quelque chose. Et pour cela, il me faut la confiance. Voilà. Alors, petite question rapide. Où est-ce qu'il intervient le coach selon vous sur ce triangle? Thierry nous dit la conscience. Oui, c'est vrai. Conscience, ouais. La confiance, conscience. Beaucoup de conscience et de confiance. Ouais. Ouais. Et le choix aussi un petit peu. Oui, tout à fait. En fait, voilà, merci Sophie, merci Stéphane, voilà. En fait, le coach, il intervient aux 3 niveaux, en fait. Alors, bien sûr qu'il intervient surtout au départ sur la conscience, ça c'est sûr, puisque par son questionnement, il va aider le client à prendre conscience de la difficulté, de où ça bloque, et ce qu'il veut changer. Il va accompagner aussi son client sur le choix, et puis il va très fortement accompagner son client sur le fait d'avoir confiance, de prendre confiance, bien sûr, et de pouvoir aller jusqu'au bout. Rappelez-vous de ma définition de Pierre-Jean de Jong avec cette notion de c'est un parcours d'apprentissage, de développement personnel, et le fait il l'accompagne dans la mise en œuvre des décisions jusqu'à l'atteinte des résultats. Donc le coach, il est là, c'est un partenaire, c'est vraiment un partenaire. Ça, il faut vraiment le retenir. Voilà. Donc en effet, quand on prend ce triangle de Tim Gallwey, le coach, nous tous là, ici présents, on est censé jouer un rôle à tous les niveaux. Alors attention, qu'on ne se méprenne pas, on ne joue pas un rôle dans le type on se substitue à notre client pour prendre conscience, pour faire le choix et avoir confiance, on est clair. On l'accompagne dans lui, la mise en place de ça. Voilà. Alors, un deuxième schéma que je voulais vous montrer, qui est en fait un peu une suite, un peu dans les mêmes années, les années 70, même si aujourd'hui encore on continue à beaucoup utiliser, à parler de ce monsieur. Vous en avez peut-être entendu parler vous-même, c'est monsieur Robert Dilts. Et ça, c'est un schéma qui est un peu aussi la base de notre métier. Tous les coachs le connaissent, ce schéma. Beaucoup l'utilisent au niveau logique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser à tout prix, mais ça peut vous donner un bon repère, toujours dans cette notion de où est-ce que le client va s'exprimer. Voyez. Alors, pour Dilt, il y a tous ces niveaux, il y a ces 6 niveaux, on va dire, d'évolution, de développement, d'accord. Et en effet, le coach va pouvoir intervenir à tous les niveaux avec son coaché. Donc, il y a le niveau de l'environnement, ce qui se passe. Je vais vous donner l'exemple de cette histoire de tennis, ça vous sera peut-être plus concret pour vous. Puis, il y a le comportement, c'est-à-dire l'attitude, l'action que la personne va faire. Puis, il y a la capacité, c'est-à-dire la possibilité,
oui, la capacité de la personne à faire, hein, ses compétences, on va dire, pour faire les choses. Cela va amener ensuite au niveau supérieur, hein, on est d'accord, on est sur du progressif, sur des notions de valeur et de croyance. Et puis, ça va vous amener à une notion d'identité qui est, voilà, je suis ça, c'est mon ADN, c'est moi, c'est le cœur de ce que je suis. Et donc, le transpersonnel, c'est-à-dire moi face au monde, hein, moi et le monde, ma mission. D'accord. Je vous donne l'exemple avec le tennis pour que vous compreniez. Parce que ces niveaux logiques, on peut les faire fonctionner en positif comme en négatif. Mais prenons cette histoire de ce brave monsieur Tim Galloway qui joue cette partie profondément importante pour lui et qui, sur ce dernier match, rate. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'environnement, c'est quoi? Voilà, on est dans cette partie de tennis qui a un fort enjeu pour lui. Ça, c'est son environnement, d'accord? Comportement, c'est le smash qui rate, d'accord? Paf, la balle, elle part n'importe comment, il fait un truc, il envoie la balle dans le filet. Bon, ok. Là, bien évidemment, ça va faire quoi chez Monsieur Gallois? Ça va l'interroger sur ses capacités. Bon, c'est pas possible. Je ne sais plus se matcher, je ne sais plus jouer au tennis, je suis pas bon. Et bien évidemment, vous voyez comment ça nous mène tout de suite sur nos valeurs et nos croyances. Bah, en fait, je pensais que j'étais un bon joueur, mais en fait, je suis pas si bon, quoi. Hein, en tout cas, je suis pas assez bon. Et là, on commence à développer des croyances. Peut-être, je suis pas assez bon pour jouer un championnat national, ou là, je suis quelqu'un de trop émotif pour. Enfin, ouais, on part dans un truc. Et puis, bah, ça va lui forger une identité. Hein. Une identité qui va être de dire, bah, en fait, je suis un joueur médiocre. Moi, je suis, voilà, moi qui pensais être un bon tennisman, je suis un tennisman voilà, médiocre. Voilà. Et puis enfin, sa relation au monde, c'est-à-dire là, ça remet complètement en question tout ce qu'il est lui en tant que humain qui se croyait bon en tennis, performant, voilà, dans sa mission peut-être de grand sportif pour son pays. Voilà, ça peut interroger beaucoup de choses. Donc vous voyez comment chaque élément est important. Et donc là, vous voyez qu'au premier niveau, on a tout ce qui va être le fonctionnel, hein, c'est-à-dire un peu le pratico-pratique. On a l'environnement, l'action et les compétences qu'on pense avoir pour faire cette action. Mais après, on monte à un autre niveau. Et là, je dirais que c'est la partie cachée de l'iceberg. Hein, c'est l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs qui vont derrière ça, l'identité, la mission. Alors là, je vous ai montré un système un peu qui fonctionne pas bien, mais ça pourrait, on peut aussi, en impulsant sur l'un de ces éléments, faire en sorte que la, que la cascade, elle se fasse dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, il aurait très bien pu réussir son coup magnifiquement bien et être conforté jusqu'au bout de ses niveaux dans quelque chose de très positif. Encore une fois, comme vous le voyez, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous montrer que, et d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu le dérivé indice, c'est quand même aussi appuyé sur Tim Galway, enfin, tout ça, ça s'enrichit, hein, bien sûr, ces différentes théories. Mais je vous montre ça pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pour vous faire comprendre que le coach, il peut intervenir à tous ces niveaux-là. D'accord? Il va questionner l'environnement, puis les comportements, puis la capacité, puis les valeurs, l'identité et les missions. Tout ça pour que justement le client puisse faire ce cheminement. Mais encore une fois, attention, c'est au client de faire le cheminement, c'est pas au coach. Le coach, il est là pour l'aider dans ce cheminement. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient ce modèle? Un petit retour? Non? Ok. Ah, il y a quelques oui quand même, d'accord. Alors, attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait une question. Loïc, hop. Alors, je remonte. Que comprend la capacité des compétences théoriques uniquement? Alors, non, la capacité, ça peut être beaucoup de choses, en effet, Loïc. C'est en effet, bah, ça peut être des compétences théoriques, hein, tout à fait. Après, ça dépend du sujet, et de voilà. Mais c'est, en effet, c'est un peu la perception que j'ai à être capable de. Voilà, c'est la perception que j'ai de mes compétences par rapport à ça. Tout à fait. Ou de ce que je peux faire ou pas. Ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai cru voir aussi passer une autre question. Alors, désolée, des fois, vous allez me trouver un peu lente à répondre aux questions, mais c'est parce que quand vous ajoutez quand vous participez dans le chat, ça repart dans l'autre sens. Donc, en fait, il faut que je remonte à chaque fois pour voir les questions que j'ai loupées. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu la technique, ce qui est passionnant. Mehdi nous dit, ça ressemble à la pyramide de Maslow. Oui, un petit peu, Mehdi, en effet. On peut retrouver, alors, c'est la même idée, clairement, avec ces différents niveaux, on est d'accord. D'ailleurs, Maslow était antérieur, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes appellations, même si on est d'accord, la notion d'identité, elle est là. La notion de mission, entre guillemets, enfin, en tout cas, ce qu'on appelle le besoin d'actualisation, hein, le dernier besoin. Mais vous voyez, par exemple, valeur croyance, elle n'est pas sous cet angle-là. Bon, bah, capacité comportement, c'est pas la même chose. Mais oui, en effet, c'est un peu le même genre de présentation, tout à fait, tout à fait.
Pardon, excusez-moi. Fonctionnel. Alors, Annick nous dit fonctionnel égale objectif et essentiel subjectif. Euh, oui. Hmm. Comment je pourrais vous dire ça, Annick? Euh, oui, alors le fonctionnel, oui, alors oui, en effet, c'est objectif du coup. Quoique, non, c'est pas forcément objectif. Non, non, on va dire que c'est pas objectif. Non, le fonctionnel, c'est vraiment ce qui peut s'observer, peut-être, plus facilement, hein, ce qui va être apparent. Voilà, c'est plus le terme apparent qui convient. Et le essentiel, c'est ce qui va être dans le cœur de la chose. Tout à fait. Et en effet, Nicolas, la PNL, bien évidemment, c'est un des modèles essentiels de la PNL, bien sûr. Le niveau logique de deal, c'est très utilisé en PNL, ouais, tout à fait. Hein, donc, j'espère qu'Annick, ça vous semble plus clair sur cette notion de fonctionnel essentiel. Ça, le fonctionnel, c'est ce qui va être visible, ce qui va être apparent, d'accord. L'essentiel, c'est ce qui va être un peu plus à creuser, hein, dans le cœur et dans le noyau de la personne. Est-ce que c'est plus clair? Alors, le côté transpersonnel, Loïc, c'est tout ce qui va être ma relation au monde un peu, hein, ma mission vis-à-vis du monde, mon utilité dans le monde. D'accord. Comme je vous disais, je reprends cette histoire de Tim Galloway. Bah lui, voilà, il se préparait à avoir une grande carrière de tennisman, et là, tout d'un coup, bah, ça change complètement sa mission et sa relation au monde par rapport à ça. Hein. Tout d'un coup, il se dit, bah non, en fait, c'est pas possible, ça va pas pouvoir être possible. Hein. Donc, c'est votre relation au monde, mais chacun de nous a ses propres façons de voir sa mission, hein, sur cette terre, ce qu'on a envie d'apporter aux autres, de comment on a envie de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, ce qu'on a envie de faire, sur notre utilité, etc. Hein, voilà, l'utilité dans le monde, tout à fait, Natacha. Ça va là-dessus, hein, et chacun a sa propre perception, Cyril. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, le nez pour, alors oui, oui, Loïc, ouais. Oui, pourquoi encore une fois on pense être né, voilà, exactement. Voilà, comment on a envie de s'accomplir, hein, et d'accomplir sa mission. Ouais. Alors, encore une fois, ce modèle, pour moi, c'est une base. Je l'utilise pas toujours, mais il y a beaucoup de coachs qui l'utilisent tout le temps. Moi, je l'aime bien, hein, je l'aime quand même bien parce que je trouve utile et je trouve qu'il prolonge bien et il nous aide bien. Enfin, c'est une bonne base pour notre métier de coach aussi. Voilà, pour le coup, ça vous permet de creuser, quand vous avez quelqu'un qui vous amène un problème, d'essayer de voir à quel niveau ça se situe vraiment. Hein. Il y a des coachs très expérimentés. Bah, je pense justement à Pierre-Jean de Jong, là, dont j'ai donné la définition, qui disait, lors d'une formation très intéressante, il disait, moi, je m'adresse toujours au niveau d'au-dessus. C'est-à-dire quand la personne vient et qu'elle me décrit un problème qui semble être à un certain niveau, bah, dans mon questionnement, je vais tout de suite interroger le niveau d'au-dessus. C'est-à-dire si la personne vient en me décrivant un problème environnemental, tout de suite, paf, je vais lui poser des questions par rapport au comportement. Ou si il vient en disant voilà, il y a tel comportement, ça, je lui pose voilà. Et donc lui, à chaque fois, il interroge le niveau du dessus pour voilà, pour aller un peu plus loin dans la recherche. Mais encore une fois, rassurez-vous, on retravaillera tout ça en pratique. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous montrer que nous, on a un rôle à jouer un petit peu à tous ces niveaux et on est là pour interroger, hein, ces niveaux. Alors, bah justement, bon, on a vu le coaching, on a vu des modèles de base, hein, pour moi, deux grands modèles de base, et notamment celui de Tim Galloway, puisque c'est quand même le fondateur et le créateur, hein, de tout ça. Enfin, en tout cas, on n'a jamais inventé rien de mieux que ça. Mais j'aimerais bien quand même qu'on se penche maintenant sur le rôle du coach. Hein, on n'est plus sur la relation uniquement, mais sur vous en tant que coach. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous allez être? Et surtout, qu'est-ce que vous n'allez pas être? Hein, et ce que vous ne devez surtout pas être. Je crois que c'est surtout l'important. D'accord? Alors moi, j'aime bien mettre deux niveaux, encore une fois. Hein, c'est mon petit côté, comme je vous ai mis, le fonctionnel et l'essentiel. Au premier niveau, le coach, voilà, on pourrait dépeindre sa fonction comme ça. Il va aider son client à faire le point sur une situation, d'accord? Pour que la personne y voit plus clair, déjà. Il va aider son client aussi à trouver des objectifs. Rappelez-vous, on a parlé de tout ça, hein, sur mesure. Et puis, il va l'amener à s'engager sur ses objectifs, d'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de tangible, hein, de clair. Troisièmement, il va bâtir en collaboration avec son client les plans d'action opérationnels qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. D'accord? Il va aider son client à bâtir ça. Hein. Donc, un plan d'action. Encore une fois, rappelez-vous, le coaching, c'est concret, il y a des résultats. D'accord? Quatrième point, il va l'aider à lever les obstacles. Hein. Rappelez-vous aussi nos interférences qui vont se présenter sur son chemin et vont l'aider à mobiliser ses ressources. Hein. C'est-à-dire que les obstacles versus ressources, toujours.
d'accord? Et bien sûr, comme vous avez vu, rappelez-vous dans notre définition du coaching, on a dit nous, on se tourne vers le positif. Hein, il faut l'aider à voir le positif. Puis le cinquième point, il va accompagner tout au long du parcours. Rappelez-vous ce que nous disait Pierre-Jean de Jong. Euh, on va jusqu'au bout. Hein, voilà, on accompagne tout au long du parcours pour aider à maintenir sa motivation et à tenir ses engagements. Hein. C'est souvent beaucoup plus facile d'être accompagné, même si c'est de façon distante, voilà, mais ça aide souvent d'avoir quelqu'un, voilà, sur lequel on peut de temps en temps revenir pour se reprendre un coup de motivation un petit peu plus. Donc ça, on va dire, j'appelle le premier niveau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui semble le plus évident dans le métier de coach. Hein. C'est qu'en effet, et vous verrez quand on va faire le déroulé de l'entretien, que vous ferez avec une enseignante qui s'appelle Sandrine Salibin, quand vous allez faire l'entretien, euh, vous allez voir tout ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur, voilà, ben, on va explorer la situation, on va voir les objectifs, on va revoir le plan d'action, on va voir les obstacles et puis les ressources qu'on va mobiliser ou qu'on va essayer de neutraliser pour aboutir. Et puis, on va à chaque fois faire un suivi de nos progrès jusqu'au résultat. Donc ça, c'est notre premier niveau qui est essentiel, bien évidemment, et qui est l'essence même de notre travail. Et puis moi, j'aime bien rajouter un deuxième niveau qui est, si je reprends mon aspect de tout à l'heure, qui est un peu au niveau du cœur, de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ça. C'est-à-dire que dans tout ce processus que l'on voit bien, on va surtout aider notre client à prendre conscience et confiance, rappelez-vous tout à l'heure, hein, on est en plein dedans. On va l'aider à faire des choix, mais ses propres choix, attention. Hein, c'est pour ça que je vous disais, et ça vous allez voir, on va beaucoup bosser là-dessus, parce que ça c'est le travers humain de toute personne qui veut faire ce métier au début, c'est qu'on veut aider. Si on a choisi ça, c'est pas pour rien en général. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous poser plein de questions à la fin. Et donc, pour le coup, voilà, on a un peu tendance à en vouloir en faire trop et à trop donner. Donc ça, et vous verrez la semaine prochaine, on en parlera, c'est quelle est votre posture, quel est votre positionnement. Hein. Troisième point, il va l'aider à avoir confiance. Et alors, pour moi, il y a un point essentiel qui est extraordinaire et qui est vraiment, pour moi, la base de notre métier, c'est qu'il va surtout aider le client à se donner le droit. Vous allez voir, c'est étonnant. Les personnes arrivent, elles vont vous parler d'une situation, puis quand vous creusez bien avec la personne dans un questionnement, vous vous rendez compte que la personne a finalement quand même une idée un peu de comment s'en sortir, comment faire en sorte que ça soit différent. Elle vient avec ses solutions en général. Hein. Euh, Sauf qu'elle ne s'est pas encore donné le droit de les mettre en œuvre. Et à partir du moment, il y a souvent un déclic dans un processus de coaching, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle claque, elle déclique, et tout d'un coup, vous réalisez que, ou elle réalise plutôt d'ailleurs, que mais bien sûr, mais c'est évident. Et quand à ce moment-là, ça devient évident pour elle, c'est qu'à ce moment-là, la personne s'est donné le droit, même sur des choses assez challenging hein, parfois. La personne s'est vraiment donné le droit. Voilà. Et ça, c'est, je trouve, la plus belle chose de notre métier, c'est de permettre aux gens ça, hein, parce que c'est très rare et on n'est pas dans des sociétés qui facilitent ça. Quatrième point, donc bien sûr, il aide à passer à l'action pour changer ses comportements, ses croyances et sa vie. Hein. Donc c'est le coaching est une discipline, je dirais, est un métier qui est extrêmement puissant. Voilà. Donc c'est extraordinaire, c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire ce métier. Ça impacte énormément. Les personnes sont, voilà, les personnes des fois révolutionnent complètement leur vie. C'est pour ça qu'on sera extrêmement vigilant pendant la formation sur votre code éthique, déontologique, sur ce qui vous anime dans ce coaching, parce que vous allez impacter les autres. Donc ça, il faut être très responsable là-dessus. C'est hyper important. Hein. Et vous verrez, la semaine prochaine, nous verrons les savoir-faire du coach. C'est vital, vraiment, et de s'y tenir. Oui, Natacha, tout à fait. Il pose un cadre, absolument. Alors, le coach, donc c'est un partenaire, on l'a dit, c'est un facilitateur, on a vu, hein, il facilite, hein, il fluidifie, il motive, bien sûr, c'est un libérateur de potentiel, ça c'est fantastique. Et puis on a aussi un rôle miroir, hein, vous allez voir par le questionnement, par la reformulation. C'est souvent là que les prises de conscience se font. C'est que la personne, tout d'un coup, bah, quand vous dites les choses vous avec votre bouche, avec vos mots, la personne, waouh, elle dit ah bah oui, ah oui c'est vrai, c'est ça en fait. Vous voyez, alors que vous venez exactement entre guillemets de dire ce qu'elle a dit. Hein. Souvent. D'ailleurs, c'est l'idée. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle. OK. Et puis, ce qui n'est pas, bah, il n'est pas un conseiller, il n'est pas un consultant, il n'est pas un médecin, il n'est pas un formateur, il n'est pas un thérapeute, il n'est pas un ami, il n'est pas un patron. Alors, pourquoi ça, c'est important?
parce que bon, conseiller, consultant, ça, je pense que pour vous tous, c'est assez clair. Bon, un médecin aussi, je pense que ça doit être clair, formateur aussi. Là où c'est un peu pas toujours évident, c'est que bon, le thérapeute, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. On va le voir tout à l'heure. Un ami, attention, attention au coaching des habits. Vous allez en faire au début, bien sûr, parce qu'il va falloir pratiquer et que, bah, comme les apprentis sorciers, bah, on aime bien, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, donc c'est bien. Mais sachez que c'est pour un temps. Parce que dans une relation amicale, bah forcément, il y a des éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont plus compliqués, parce qu'il y a de l'affectif, tout simplement déjà. Hein. Et à partir du moment où il y a de l'affectif, votre regard à vous, il n'est pas complètement neutre, hein, il n'est pas complètement ouvert, il n'est pas complètement bienveillant, même des fois. Donc ça, attention. Et attention aussi au patron. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup dans les formations des personnes qui sont managers eux-mêmes. Alors, il y a deux choses. Ça ne vous empêche pas d'avoir une attitude de coach manager, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que manager, utiliser certaines techniques du coaching pour mieux manager vos équipes, c'est-à-dire être plus à l'écoute, par exemple, tout simplement, ou donner un meilleur feedback, etc. Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais vous restez dans votre rôle de manager et vous utilisez le coaching pour manager vos équipes. Par contre, je mets en garde sur le fait de penser qu'un patron, qu'un manager peut coacher, mais vraiment un vrai coaching, un de ses collaborateurs. C'est pratiquement impossible. Donc ça, faites attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cadre, le contrat est un peu biaisé. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Hein, ok. Alors, je remonte un tout petit peu parce que j'ai vu des petites interventions. Mehdi, les solutions au blocage sont proposées par le coach, par le coaché ou par les deux. En général, c'est par le coaché, Mehdi. Hein, on privilégie le coaché. Vous verrez dans certains cas, quand la personne galère vraiment, ça, vous pouvez parfois faire des suggestions d'une certaine façon, etc. Mais en effet, c'est bien sûr le coaché qui trouve ces solutions. Parce que vous prenez le risque, si vous lui proposez vos solutions, qu'il ne se les approprie pas. Il va peut-être vous dire oui, 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 et puis après, il ne se passera rien. Hein. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et puis, vous prenez aussi le risque que ces solutions-là ne correspondent pas du tout à ce qu'il est vraiment, à sa situation, etc. Parce que c'est avec vos filtres et vos idées à vous. Donc, attention à ça. Oui. Alors, après, nous, on aura des outils, vous aurez des outils, bien sûr, et dans le questionnement, vous allez pouvoir dénouer les blocages. Mais c'est vraiment à la personne de les trouver. Oui, Nicolas, c'est vrai qu'on pourrait rajouter le gourou. Oui, Nicolas, tout à fait. C'est vrai. Tiens, je le rajouterai. Merci. Bon truc. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas des gourous. Tout à fait. Est-ce que le coach peut être un exemple pour le coacher? Ah, c'est une très belle question, Stéphane. Super jolie question. Écoutez, oui, bien sûr que oui. D'ailleurs, si je vous pose la question aux uns et aux autres, par qui vous avez envie d'être coaché, on est d'accord, vous allez aller vers quelqu'un qui vous inspire un peu. Vous n'allez pas aller vers quelqu'un pour lequel, bon, je sais pas, vous n'avez pas d'atome crochu, vous n'avez pas l'impression de partager les mêmes valeurs, ou vous n'avez pas tellement de respect ou d'admiration pour la personne. Bien évidemment que le coaché peut parfois être un exemple pour le coach, pardon, peut parfois être un exemple pour le coaché. Hein, clairement. Après, bien sûr, faut éviter, enfin, faut éviter. Des fois, c'est un peu inévitable, mais voilà, ce côté de transfert, de projection, etc., c'est pas non plus l'idéal, puisque l'idée pour nous, c'est justement d'autonomiser le client dans les solutions, dans son projet, etc. Donc, c'est pas de le rendre dépendant de soi. Mais il y a en effet toujours une petite phase. Il peut y avoir une petite phase de dépendance, oui, tout à fait. Dans la relation, ça arrive, bien sûr. Nathalie demande quelle différence avec conseiller et consultant. Alors, bah, le conseiller, alors oui, vous avez raison, ça peut être un peu la même chose. Sauf que dans les conseillers, vous savez, il y a aussi tous ces métiers de conseillers conjugaux, par exemple, etc. Donc, on mettait un petit peu ce côté, vous savez, un peu comme les médiateurs, et ça. Alors que le consultant, ça peut être plutôt le consultant qui va travailler sur des projets de, je sais pas, de restructuration, de réorganisation, sur des thématiques d'expertise. Alors que le conseiller peut être là sur de la médiation, sur, vous voyez, bon. Mais en effet, globalement, les conseillers consultants, il y a une partie de travail similaire, hein, tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Alors, donc vous voyez bien tout ce qu'on n'est pas hein, en tant que coach. Alors bien sûr, on a l'impression de dire bah oui, bien sûr, mais vous allez voir quand vous allez commencer à faire la partie sur la partie du diagnostic, notamment, et sur la partie des solutions, c'est très compliqué de ne pas être conseiller, par exemple, ou de ne pas être formateur parfois. C'est aussi des fois compliqué de ne pas être ami, parce que vous allez voir aussi qu'on en vient à aimer nos coachés, bien sûr,
et que des fois, on a envie de leur donner beaucoup pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient contents, pour que ça aille bien pour eux. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est pas leur rendre service. Hein. Nicolas nous dit, le conseiller peut conseiller un coach. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, Sylvie nous dit, comment garder la bonne distance avec son coaché si une dépendance s'installe? Alors, Sylvie, oui. Euh, il faut, alors, encore une fois, et vous verrez, on en reparlera sur cette notion de contrat. Le contrat est important pour cela, parce qu'on peut y revenir sur ce contrat. Si les choses sont bien posées au départ et que le contrat est clair, bah forcément, ça aide un petit peu. On peut tout à fait, par le questionnement, faire prendre conscience au client de cette dépendance. Si ça dure trop. Le passage à la dépendance, c'est pas dramatique, hein, je vous rassure, à partir du moment où ça évolue. À partir du moment où il y a un moment, une contre-dépendance, et que, voire après, il y a une indépendance. C'est un peu l'idée. D'accord? Mais le contrat doit vous aider. Et puis, si vous voyez que ça traîne trop ou qu'il y a quelque chose qui est trop en demande, déjà posez-vous les questions sur vous-même. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez suscité quelque chose ou que vous entretenez quelque chose dans votre relation à la personne. Hein. Il faut aussi savoir se questionner soi. Et puis, si toutefois là-dessus, bon, vous pensez être assez clair ou du moins vous essayez de rectifier le tir, il faut aussi poser les choses avec votre client. Hein. Y a pas de souci. Vous verrez, on verra aussi dans les pratiques comment le faire. Mais oui, oui, vous pouvez tout à fait poser les choses avec votre client. C'est-à-dire lui dire en gros que voilà ce que vous observez, qu'est-ce qu'il en pense, comment, voilà, ça peut être aussi un vrai sujet de séance. Hein. Et c'est une très bonne chose pour la personne d'ailleurs. Alors, peut-on coacher deux personnes en même temps sur un même projet? Oui, alors ça dépend comment, c'est-à-dire c'est un coaching d'équipe alors si j'entends bien. Oui, bien sûr, il y a des gens qui font, je sais qu'il y en a parmi nous ce soir, mais oui, bien sûr, on peut faire tout à fait du coaching d'équipe. Oui, oui, tout à fait, c'est bien autorisé, complètement. Non, non, tout à fait, le coaching d'équipe se fait sans problème, bien sûr, ça marche très bien. Mais est-ce qu'il est recommandé ou souhaitable de mélanger coaching plus thérapeute? Ça dépend, Mehdi. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il y a des clients pour lesquels c'est vrai que ça serait mieux parce qu'il y a d'autres problématiques qui sont complexes et qu'il ne pourra pas traiter en coaching. Pour d'autres, tu n'as pas de nécessité du tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça va dépendre de la situation de la personne hein, pour le coup. Hein. Alors, je vois qu'on a toujours la suite sur le conseiller, etc. Oui, et le coach peut coacher un conseiller, voilà. Natacha, il faut être neutre et rester dans le cadre. Oui, tout à fait. Priscilla, peut-on coacher un ami, une personne de sa famille, un collègue de travail? Alors, Priscilla, oui, entre guillemets. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, mais attention, Priscilla, il faut être conscient des limites de l'exercice, tout simplement dans la mesure où bah, y a de l'affectif. Alors là, vous allez le faire, comme je vous dis, parce que vous êtes en début de formation et qu'il vous faut des cobayes, donc allez-y. Mais une fois que vous avez une activité professionnelle, j'ai tendance à vous recommander d'envoyer les gens que vous aimez vers des personnes plus neutres que vous. Hein, c'est important. Voilà. Parce que vous ne pourrez pas vous dire les mêmes choses, parce que vous êtes trop impliqué, parce que vous avez forcément un jugement sur la vie de l'autre. Hein, qu'il y a de l'affectif. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui font que c'est risqué. Après, bon, pour s'entraîner un peu au départ sur des problématiques un peu tranquilles, légères, bon, voilà, mais n'en faites pas, voilà, n'en faites pas une profession. Hein, évitez. Valentine, les outils du coaching d'équipe seront-ils différents que ceux utilisés dans le coaching individuel, les verra-t-on? Alors Valentine, oui, vous en verrez dans une deuxième partie de formation. Vous verrez le coaching d'équipe avec Robert de Kellen. Euh, En fait, vous verrez aussi que tout ce que vous utilisez, en tout cas tout ce qu'on fait là sur la posture, etc., c'est pareil pour le coaching d'équipe. Tout ce qui est le déroulé, c'est globalement pareil pour le coaching d'équipe. Et il y a beaucoup d'outils que vous verrez après sur les talents, les valeurs, etc., qui sont aussi utiles dans le coaching d'équipe. Après, Robert vous montrera une méthode un peu différente sur le coaching d'équipe. Voilà. Et le coaching de couple, on ne l'abordera pas là. Ceux qui sont parmi nous et qui font le wellness coaching, parce que je sais que nous avons des wellness coachs ce soir avec nous, verront cet aspect sur le couple, ça fait partie du bien-être. Mais nous, on ne le verra pas en tant que tel. On citera des exemples, bien sûr, et certains d'entre vous peut-être vont travailler là-dedans. Mais ce que l'on va voir en coaching va servir pour la vie personnelle comme pour la vie professionnelle. Donc, en effet, sur le couple, ça fonctionne aussi. Voilà. Et pareil, sur le coaching scolaire, enfants et ados, il n'y a pas de spécificité.
Enfin, si, mais en tout cas, on va pas faire un cours là-dessus. Vous aurez des modules en e-learning là-dessus, ça c'est clair, donc vous aurez quand même de la matière. Et tout ce que l'on voit là, encore une fois, c'est à garder pour ce type de public aussi, hein, clairement. Alors, pour revenir toujours à cette histoire de différence, j'ai quand même voulu remontrer un élément sur les différences entre les approches, entre la thérapie, le conseil, la formation et le coaching. Je mets toujours formation parce que je trouve que c'est un point important, vraiment, et on est beaucoup à être formateur de background, et du coup, voilà, il peut y avoir des petits travers. Alors, les choses, hein, pour se repérer un peu par rapport à tout ça, ben, la thérapie, souvent, on est sur le passé et le présent, hein, puisqu'on va creuser dans ce qui s'est passé. On essaie de comprendre le pourquoi, hein, et puis on va comprendre pour soigner une souffrance, d'accord. Et là, on est quand même dans du donnant-receveur aussi. Hein, alors, bien sûr, je sais tout à l'heure, je sais plus, c'est Nicolas, il me semble, enfin, je sais plus, quelqu'un me disait, mais oui, mais on peut donner aussi. Bien évidemment, ça ne veut pas dire donneur-receveur, ça ne veut pas dire que c'est le petit oisillon qui attend la béquille. On est d'accord, mais que malgré tout, le thérapeute, le conseiller ou le consultant, si vous préférez, on va les mettre ensemble cette fois-ci, et le formateur, il vient aussi, comment dire, apporter un éclairage particulier. Le conseil et la formation, on va les mettre un peu dans le même lot, entre guillemets, c'est toujours pour le quoi, c'est le présent, c'est le futur, comme le coaching d'ailleurs. Mais l'un va donner des solutions pour résoudre un problème et l'autre va donner la connaissance pour trouver des solutions. Hein, donc on est là-dedans. Mais on est toujours quand même du donnant-recevant. Et le coaching, on est dans le présent et dans le futur. Donc, en effet, on est vraiment sur la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut changer à l'avenir? On est dans le comment dans le coaching. Vraiment, ça, c'est essentiel. Et vous allez voir, c'est une de nos questions principales en tant que coach, c'est comment. À chaque fois que vous allez commencer une question, il va falloir que vous mettiez comment. Hein, enfin, majoritairement en tout cas. Et en fait, le coach, il est là pour stimuler les ressources, accompagner dans la recherche de solutions. Hein, donc, il est vraiment pour accompagner. Et on est plus sur du donnant aussi. D'ailleurs, un coach, c'est marrant parce que j'avais ma séance aujourd'hui de mentoring avec mon mentor, parce qu'en tant que coach, j'ai un mentor, comme ça se doit normalement. Et on parlait de ça sur cette notion de doit-on préparer une séance de coaching ou pas. Et en effet, on était l'un et l'autre tout à fait d'accord qu'une séance de coaching, ça ne se prépare pas. Voilà. On va peut-être te dire, oh, mais mon Dieu, quelle horreur! Mais non, en général, on ne la prépare pas. Et moi, je vois bien dans les coachs que j'accompagne, alors attention, j'entends, ça ne se prépare pas. C'est-à-dire que c'est quand même bien de savoir où on est votre client et de relire éventuellement vos dernières notes. D'accord. Pour vous rappeler du sujet, la problématique, etc. Mais ça ne se prépare pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'input à donner dedans. Vous n'êtes pas là pour donner un cours. Vous n'êtes pas là pour donner des solutions. Vous n'êtes pas là pour donner un éclairage. D'accord? Vous êtes là pour être collé au client, connecté à lui, comprendre ce qu'il essaye de vous dire et l'aider à faire sortir les choses. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif parce que je parle trop. Euh, alors, Nicolas, et le pourquoi? Oui, oui et non, Nicolas. Oui, alors c'est joliment posé, c'est vrai. Vous verrez dans le questionnement qu'on fera une grosse séance sur le questionnement de 2 heures, donc ce sera assez intensif. C'est c'est pas aussi clair. Bien évidemment que ça s'effleure, mais en tout cas, c'est pas l'objectif pour nous. C'est vraiment comment vous allez atteindre les choses, et le pourquoi dans la mission, dans l'objectif. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le posera pas comme ça, mais en effet, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on poursuit quand même. Vous n'avez pas tort. Non, non, d'accord. Lauriane, en ce sens, les thérapies positives sont-elles des formes de coaching? Merci. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait des thérapies positives qui viennent faire du coaching après, c'est vrai. En même temps, attention, encore une fois, oui, bien sûr, il y a ce côté, on est sur axé sur le positif là, mais ça reste quand même de la thérapie. Hein. Donc, on est un petit peu sur des choses différentes. Hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On est encore une fois dans le pourquoi, etc. Alors que le coaching reste quand même toujours dans le comment et dans je poursuis un objectif et surtout dans le concret. Hein. Donc, qu'est-ce que je mets en œuvre, le plan d'action, etc. La PNL, Juliette, la PNL, alors, la PNL est un outil parmi d'autres, hein, Juliette, hein, la programmation neurolinguistique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. La programmation neurolinguistique est un outil parmi d'autres. Il y a des coachs qui utilisent la PNL, qui sont PNListes, et il y en a qui ne le sont pas. Moi, par exemple, je ne suis pas PNListe. Voilà, je fais du coaching sans PNL. Donc, qu'on soit bien clair, hein, la PNL est un outil comme un autre. Vous allez en voir plein, hein, des outils aussi pendant cette formation. La PNL est un des outils. Voilà, il y a des gens qui aiment utiliser la PNL en coaching.
Hein, voilà, mais c'est pas du coaching. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est PNListe mais qui n'a pas fait de formation de coach n'est pas un coach. On va être clair. Hein. Marie-Pierre, un coach sportif peut travailler en formateur à certains moments. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Par exemple, pour expliquer des déclics techniques, non. Oui, c'est vrai, Marie-Pierre. Absolument. Alors attention, encore une fois, je dois vous confesser quelque chose, c'est que en tant que coach, bien évidemment, ça nous arrive d'apporter des choses. Attention, hein. J'entends bien, c'est-à-dire encore une fois, quand il y a besoin d'un éclairage parfois, bon, déjà dans le fait de reformuler ou de partager aussi un ressenti ou ce que vous pouvez percevoir, etc. Bien évidemment, le coach apporte quelque chose. Ça peut aussi à travers vos outils, des fois, par exemple, moi, vous voyez, je suis très spécialisée sur la communication interpersonnelle, l'analyse transactionnelle. Ben, ça m'arrive, quand je vois une situation particulière d'un coaché, je lui demande s'il est d'accord que je partage avec lui quelque chose, et bien évidemment, je peux lui donner un élément de réflexion, d'accord, un outil. Enfin, un outil, oui, oui, un élément de réflexion. Puis après, on réfléchit autour de ça, et lui, il voit comment il peut l'utiliser, par contre. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'on donne rien du tout, etc. Mais par contre, n'arrivez pas avec votre séance d'une heure préparée de A à Z. Bon, alors, on va traiter ça, ça, parce que là, on n'est pas dans du coaching. On est bien clair. Hein. C'est le client qui vient avec son contenu, encore une fois. Hein. Et puis, Prisca me demande, donnant, donnant, ça veut dire quoi? Alors, donnant, 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 receveur, c'est dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. On échange un don. D'accord? Donc, moi, je te donne mon questionnement et toi, tu me donnes des réponses. Voilà. Hein, d'accord. On est dans une approche donnant-donnant. Chacun de nous apporte quelque chose à l'autre. Donnant-receveur, comme voilà, c'est plus en complémentarité, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plutôt en position haute et l'autre plus en position basse, puisqu'il y en a un qui a particulièrement quelque chose à donner à l'autre. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, attention, c'est au client, comme dit Natacha, de venir avec son contenu. C'est pas à nous d'arriver avec notre barda de trucs qu'on veut traiter avec eux. Hein. Sinon, là, on fait du consulting ou de la formation. Donc, on est dans un autre métier. Hein. Alors, autre point, et on en a parlé, on n'a pas arrêté de dire ça, donc voilà, je vous le disais, j'allais en reparler. Bien sûr, le coach, il est garant du cadre, d'accord? Et le client, il est garant du contenu. Vous êtes là pour donner le cadre à votre client, voilà. Vous êtes là pour lui donner un contrat, pour lui donner la sécurité de s'exprimer, de réfléchir, de conscientiser, d'apporter des solutions, etc. Ok? Et la responsabilité, attention, elle n'est pas à vous, en tout cas pas sur les résultats. Votre responsabilité, elle est là sur le cadre, encore une fois, et sur le processus, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je vais vous donner une petite métaphore. Vous allez voir, en coaching, on aime bien les métaphores, que j'aime bien parce que je la trouve intéressante. Qui est, vous imaginez, il y a deux maisons de chaque côté, puis il y a un chemin à parcourir, d'accord, pour se rejoindre. Vous êtes dans une maison et votre client est dans une autre maison. Et donc, j'aurais tendance à dire attention, parce que vous allez voir, beaucoup d'entre vous vont faire ça au début. On a tous un peu ce travers au début. C'est qu'on a tous tendance à faire les trois quarts, voire tout le chemin. Et on arrive devant la maison de l'autre. Et ça ne va pas en coaching. Pas du tout. D'accord? Quelle partie du chemin vous êtes prêt à faire? Ça, il faut toujours vous poser la question. Quelle partie du chemin je suis d'accord de faire dans ce coaching là avec mon client? Hein. C'est vraiment important. Si vous faites toute la partie du chemin, lui, il ne fait pas sa partie, il ne prend pas sa responsabilité, on n'est encore une fois pas dans du coaching. Et c'est même, alors là, on parlait de dépendance, on parlait de tout ça, là, on est dans une situation catastrophique. Et vous allez voir, il y a des clients qui vont venir chercher ça chez vous. Hein. Attention, il faut être vigilant. Il y a des personnes, encore une fois, dans des relations de dépendance, etc., qui vont vouloir que vous fassiez toute cette partie de chemin. Donc, vous ne laissez pas embarquer. Et ça, on le verra très, très sérieusement la semaine prochaine. Donc, il faut vraiment, vraiment aider votre client à faire sa partie du chemin. C'est à vous de l'attirer à vous. C'est à lui de parcourir ce chemin. C'est pas à vous de faire le chemin. D'accord? Par contre, il faut que vous lui fassiez un joli chemin, qu'il soit confiant pour aller dessus. D'accord? Il faut que ça soit bien clair, bien, voilà, bien rassurant, qu'il ait son cadre, qu'il sache exactement où il doit aller pour vous rejoindre. Et c'est lui qui va faire ce chemin. Hein, c'est pas vous. Hein. Alors, ensuite, donc Mehdi nous dit, j'ai pas très bien compris la métaphore, j'ai pas compris la notion du chemin, Mehdi.
Alors, le chemin, bah, imaginez, Mehdi, mettez-vous, voilà, l'esprit, il y a deux maisons. Et il y a une route, si vous voulez, entre les deux maisons. Et vous allez devoir vous retrouver, les deux personnes qui habitent dans ces deux maisons. Il y a vous dans une maison et le coaché dans l'autre. Et vous devez sortir chacun de la maison et venir vous rejoindre. Et il y a des coachs qui, parce qu'ils ont envie de bien faire et de simplifier la vie de l'autre et faire le mieux, qui vont vite sortir de la maison, qui vont presque partir en courant sur le chemin, sur la route, pour arriver devant la maison du coaché, qui lui est toujours dans la maison et qui n'est pas encore sorti. Voilà. Donc, c'est une métaphore, si vous voulez, c'est une image pour dire qu'en gros, dans une relation de coaching, il faut que chacun soit clair sur la place qu'il doit tenir et sur voilà sur l'effort qu'il doit donner, la responsabilité qu'il doit prendre dans sa relation. En gros, c'est pour dire ça, hein, Mehdi. Alors oui, Nicolas, ça risque de tomber dans le sauvetage, tout à fait, tout à fait. Et vous verrez le triangle infernal avec le côté sauveur, etc. On y a le droit, hein, ça arrive souvent. Voilà, ou de l'assistanat, tout à fait. Si le coach ne fait rien, il a le libre arbitre. Peut-il nous arriver de rompre un contrat de coaching? Oui, Alice, bien sûr, ça arrive, ça arrive. C'est pas fréquent, hein, heureusement. D'ailleurs, enfin moi, ça a dû m'arriver une fois dans ma vie. Mais voilà, ou parce que ça se termine, ça peut se terminer aussi parce que voilà, il y a justement un problème de comment dire de contrat pas respecté. Et donc en effet, ça peut être tout à fait important de le souligner. Hein. Voilà, Lima nous dit donc c'est moitié-moitié de chemin chacun. Oui, tout à fait. Alors, on parlait du triangle de Carmen, on en parlera la semaine prochaine. Hein. N'est-ce pas plutôt le coaché qui le rompt par non-respect de ses devoirs? Bah oui, un petit peu, Stéphane. Oui, c'est vrai. Ça peut, tout à fait. Alors, ça peut vous arriver de proposer à un coach. Alors, non, moi, ça m'est arrivé deux fois sur des sujets assez différents quand même. Un premier sujet où c'était une dame extrêmement dépressive qui donc voulait que je l'aide sur un projet professionnel. Et puis après, ouais, trois séances, il s'avérait que c'était pas gérable. Elle était vraiment extrêmement dépressive et voilà, le coaching lui apportait rien. Et donc moi, j'en étais assez consciente. Et donc je lui ai dit ce qu'on disait tout à l'heure. Je l'ai renvoyé en disant voilà, écoutez, j'ai fait un constat. Hein, bon, je vais donner et elle le savait elle-même, hein, puisqu'elle arrivait toujours dans un état épouvantable, etc. Elle se sortait pas. Et je lui ai dit écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que on reste on garde ouvert les séances, mais aujourd'hui, dans l'état actuel de la situation, je ne suis pas la bonne accompagnatrice pour vous. Voilà, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un, etc. Et elle en a convenu, et donc voilà, et voilà, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Voilà, donc ça a été une des premières raisons. Donc là, c'est pas que la personne remplissait pas ses devoirs, hein, c'est que la pauvre, elle était vraiment pas bien. Elle était vraiment pas bien dans sa tête. Désolée pour le chien qui aboie derrière. Et puis la deuxième fois, euh, parce qu'il faut être aussi conscient de ça, de ses propres limites. N'allez pas vous mettre dans des situations, ça aussi c'est votre éthique. J'ai coaché une jeune femme qui habitait dans un pays qui est le Laos, qui est un pays qui me tient particulièrement à cœur parce que mon petit garçon est né là-bas. J'ai un petit garçon adopté qui vient du Laos. Et cette jeune femme était voilà dans ce pays, a travaillé dans ce pays et était extrêmement négative sur le pays. Et pendant toutes les séances, elle passait son temps à dire des horreurs sur les Laotiens. Et pour moi, c'était assez compliqué à gérer, je vous l'accorde. Et donc voilà. Et bon, et j'ai été très honnête encore une fois avec elle. Hein. Je lui ai avoué les choses. Je lui ai dit écoutez, voilà, et je lui ai par contre envoyé quelqu'un de ma connaissance qui était très bien. Et ça l'a fait rire. D'ailleurs, après, on en a un peu ri toutes les deux. Elle me dit oh, je suis désolée. Je dis non, non, mais je dis c'est pas grave. C'est normal aussi que vous ayez besoin d'exprimer des choses. Donc, je veux pas. Mais pour moi, c'est un peu compliqué en termes de voilà de valeurs et de ce qui me tient à cœur moi. Donc, je préfère voilà. Et bon, et c'est très bien passé. Hein. Mais c'était mieux que je fasse ça plutôt que je l'écoute et que je sois pas du tout avec elle, que je sois pas présente avec elle parce que j'étais en train de souffrir de tout ce qu'elle pouvait dire. Hein, voilà. Ok. Alors, on va quand même continuer un petit peu à avancer. Alors, je vois, bon, on parle de Cartman. Valentine, oui, alors on aura une séance, Valentine, sur alors le client est manipulateur, ça peut arriver d'être instrumentalisé. Alors la prochaine fois, on va en parler parce qu'on va faire de l'analyse transactionnelle, comme Nicolas en parle. Enfin, on va passer un peu par là parce que c'est important de comprendre les positionnements et dans l'analyse transactionnelle, les états du mois, justement pour repérer ce genre d'état d'esprit.
Et puis vous aurez aussi toute une partie sur les émotions et on fera sur les personnalités difficiles. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Alors, encore une fois, hein, moi franchement, et Dieu sait, je vous jure, j'ai vraiment fait beaucoup d'heures de coaching. Ça m'est franchement presque, enfin, ça a dû m'arriver une ou deux fois d'avoir quelqu'un qui était un peu limite. Mais bon, voilà, c'est quand même pas très fréquent, hein, faut pas se leurrer, hein. Voilà, on a toujours un peu tendance à penser que tout le monde est un peu toxique. Non, c'est quand même très rare. Voilà. Hein. Après, ça peut être dans un moment de vie aussi. Hein. Voilà. Et en effet, comme dit Nicolas très justement, exactement, les gens qui ont vraiment un souci en général ne veulent pas de coaching, ou alors dès la première séance de coaching, vous sentez que ça va pas aller très loin parce que voilà, c'est trop compliqué de se remettre en question sur les choses. Et en effet, ce sont des gens qui se remettent pas en question en général. Tout à fait. Alors, continuons un petit peu maintenant sur les formes du coaching. Alors, bon, globalement, je fais ce petit schéma. Alors, j'ai mis le wellness parce que c'est vrai que l'Institut a une originalité, c'est de proposer cette formation qui est, selon moi, vraiment dans l'air du temps. Et donc, bah, le coaching santé bien-être, pour moi, il est à la croisée des chemins. Donc, comme vous voyez, on va dire, bon, allez, il y a deux grandes familles. Vous allez voir, il y a plein d'autres petites sous-familles, mais il y a deux grandes familles. Vous allez être coach de vie, coach de professionnel. Alors, dedans, bien sûr, de vie, on parlait du couple tout à l'heure. Voilà, bon, hein. Professionnel, bah, c'est tout ce qui va être lié au travail et à l'organisation. Et puis, le wellness, pour moi, je le mets au milieu, entre les deux. Pourquoi? Même si beaucoup le mettent côté vie personnelle, parce que je trouve que de plus en plus, il est utile et il est fait au niveau du coaching professionnel. Donc, moi, je me suis fait certifier aussi en wellness. Et je sais que je l'utilise énormément dans le coaching professionnel aussi. Donc pour moi, il est un peu, pardon Solène, le wellness, c'est le santé bien-être, le coaching de santé bien-être, c'est-à-dire d'accompagner les gens pour qu'ils maintiennent ou qu'ils améliorent leur niveau de santé, mais aussi de bien-être général. Et dedans, il y a plein de choses. Il y a le fait de se sentir bien dans son environnement social, ses relations sociales, le couple, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui participent, qui contribuent à l'équilibre. Voilà. Et donc, il y a une formation au niveau de l'Institut qui est, d'ailleurs, je crois qu'il y en a parmi vous qui suivent plutôt ce cursus-là, qui vont ensuite partir sur le cursus wellness. Et donc, voilà, c'est toute une posture et c'est tout à fait intéressant. Et donc, le wellness, pour moi, je le mets un peu à part parce que pour moi, il est un petit peu entre les deux. Hein, voilà. Alors, Solène, c'est à la croisée du professionnel parce qu'aujourd'hui, dans la sphère professionnelle, tout ce qui va être santé bien-être est au centre de tout. Vous avez dû le voir d'ailleurs hein, dans les écrits, etc. C'est-à-dire que de plus en plus, on embauche des gens, des coachs qui s'occupent de cet aspect-là dans l'aspect professionnel. Bon, on le voit bien, il y a eu les CHSCT qui sont mis en place, donc des espèces de regroupements où on étudie le bien-être, la santé des personnes. Voilà, tout est fait aujourd'hui pour ça, pour essayer d'un petit peu mieux enrayer tout ce qui va être stress, difficultés, etc., tous les risques psychosociaux. Merci Pascal, tout à fait dans l'entreprise. Voilà, la lutte contre le burn-out, la lutte contre le bore-out, etc. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le wellness, santé bien-être, pour moi aujourd'hui, même si au départ on mettait plus dans la vie perso, pour moi aujourd'hui, il est vraiment de plus en plus ancré ouais, dans le coaching professionnel, clairement. Et en tout cas, moi, je le vois bien en organisation. On me fait souvent la demande, est-ce que vous faites pas des choses sur la gestion du stress? Est-ce que vous faites pas de la méditation? Est-ce que vous faites pas, voilà. Ça devient vraiment primordial. Voilà. Il y a même, oui, tout à fait, Wafa. Il y a même apparition de responsables bonheur dans les sociétés. Ouais, absolument, complètement. On a, ouais, tout à fait, c'est sympa comme poste. Ça a l'air sympa. Enfin, si vous voulez mon avis, ça doit être un gros challenge. Parce que c'est vrai que ça fait, ouais, c'est sympathique, j'organise des trucs. Je pense que c'est quand même plus compliqué que ça, parce que surtout dans les organisations où ça va pas bien, je pense que ça doit être assez compliqué. Vous devez faire pas mal tampon. Alors, pour continuer un petit peu tout ça, je voulais aussi vous dire les supports. Vous verrez, on en parlera au long de votre formation. Bon, bien sûr, il y a le face-à-face, hein, qui est le coaching le plus connu. On a le coaching par téléphone, hein, ça marche très bien. On a le e-coaching. Alors moi, forcément, c'est mon truc. Et je sais parmi vous qu'il y en a qui sont déjà lancés dans le e-coaching. Je les salue ce soir d'ailleurs. Donc voilà, le e-coaching, on en parlera. On aura une séance là-dessus parce que c'est important que vous ouvriez aussi vos horizons parce que c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui.
Des fois, ça peut être dans un lieu particulier, quand c'est du coaching sportif aussi. Voilà. Et il y a aussi du coaching par écrit. Alors moi, toujours dans cette grande organisation avec laquelle je travaille, on a ce qu'ils appellent une plateforme Brazen. Et 2 heures par semaine, on se connecte avec des gens et on chatte avec eux, on les coach par chat. C'est un peu particulier comme démarche. C'est pas inintéressant. Moi, j'avoue que ça a développé d'autres compétences chez moi, notamment d'aller un peu droit à l'essentiel dans le questionnement, d'être plus épuré dans mon questionnement, etc. Et ça donne des choses assez intéressantes. C'est très instantané. Et ouais, non, non, c'est intéressant. Voilà, donc ça peut se faire aussi par écrit, le coaching. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Loïc, quelle est la différence entre coach sportif et préparateur mental pour les sportifs? Ouais, c'est un petit peu différent quand même, Loïc. Alors, oui, le coach sportif, il va aussi vous accompagner pour faire les exercices, enfin, vous voyez, on en voit des gens d'ailleurs, hein, des fois on les voit courir avec quelqu'un à côté qui va compter les minutes, ça. Donc le coach sportif, il va être là pour vous motiver à reprendre du sport, mais qui en général, il va vous faire un programme, hein, le coach sportif, il va vous faire un programme de sport, hein, pour vous accompagner jusqu'à un objectif, je sais pas, de perte de poids ou de musculature, de je sais pas quoi. Le préparateur mental, là, on est vraiment sur le côté, je me prépare à réussir quelque chose, à une épreuve. Hein, donc on est un petit peu, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'exercices de visualisation. Donc c'est quand même deux métiers un petit peu différents. Hein. Euh, voilà. Alors on reparlera de tout ça. Marie-Pierre nous dit le mental n'est pas un muscle mais il s'entraîne. Oui, c'est vrai. Wafa, tiens, bonne question. Par écrit, on ne perd pas la subtilité de la communication non verbale et émotionnelle. Alors, alors oui, bien sûr, le non-verbal, il n'y en a pas, clairement. Émotionnel, il peut y en avoir à l'écrit, ça peut. Alors, c'est moins évident, c'est vrai, mais en même temps, je vous dirais que c'est pour ça que c'est intéressant, justement, c'est parce qu'il n'y a pas tout ça. Qu'on est un peu dans le brut de brut. Et que du coup, des fois, d'être dans le brut de brut, bah, ça fait toucher des choses essentielles rapidement. Voilà. Donc, mais oui, en effet, communication non verbale et émotionnelle, il y a un petit peu moins. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, Pascal dit, ne donne-t-il pas le risque d'une interprétation aléatoire? Alors, c'est pour ça que ça doit se faire sur des cycles courts et sur des sujets très précis, Pascal, en effet. C'est vrai que ça peut être un risque. Enfin, ça peut être un risque. En même temps, je vous dirais qu'on a les mêmes problèmes à l'oral, hein, parfois. Sauf que ça pourrait, non, on a le même problème à l'oral parce que après, il s'agit de reposer la question si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous avez compris, hein, même à l'écrit, hein, pour le coup. Hein. Mm. Vous pouvez avoir le même problème, ouais. Ouais, ouais. Alors, oui, intéressant, Wafa, ce que vous dites, cela suppose une conscience avancée de la part du coaché. Oui. En tout cas, ça lui demande de venir. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est formulé et formalisé ces événements. Ça lui demande de venir avec son problème clair, un petit peu en amont. Hein, on n'est pas là pour clarifier pendant, voilà, avec un questionnement. Voilà, il faut qu'il pose le problème dès le départ. Hein. Ingrid nous dit, est-il plus facile de coacher en face à face au début? Ça va dépendre de vous, Ingrid. Malheureusement, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Moi, j'ai coaché pratiquement tout de suite en visio. Ça m'a posé aucun problème. J'aime plutôt bien. Il y a des gens qui seront jamais à l'aise en visio. Il y a des gens qui sont pas spécialement à l'aise en face à face. Donc ça va dépendre vraiment de vous, mais vraiment de vous. Les compétences que vous avez à distance, en visioconférence ou en face à face, si vous êtes un bon coach, vous aurez les mêmes. Donc ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais ça, c'est vraiment une question d'appétence. Hein. C'est de vraiment comment vous allez sentir les choses. Et vous allez le découvrir au fur et à mesure de votre formation, rassurez-vous. Déjà parce que vous allez beaucoup coacher à distance par la force des choses, mais vous ferez aussi du face-à-face. Et bon, vous verrez, comme ça, vous aurez le temps de voir, d'évaluer. Alors, autre façon aussi, autre façon de différencier les différentes formes de coaching. Donc, on a vu les 3 grandes familles, on a vu les supports. Après, les cibles, hein, en termes de grandeur, on va dire, si je puis dire. Bon, on a l'individu, hein, le coaching de one-to-one hein, pour une personne. On a le coaching d'équipe, bien sûr, sur une petite équipe. Bah, par exemple, on parlait tout à l'heure du projet. Hein, vous m'avez dit, ah, bah, est-ce qu'on peut coacher 2 personnes sur un projet? Oui, c'est un coaching d'équipe. Voilà. Coaching de groupe qui est un peu différent d'équipe parce que le groupe, c'est en fait un groupe de personnes qui est mis ensemble et qui n'a pas forcément des objectifs communs. Mais ils doivent peut-être, par exemple, un groupe, ça peut être comment
toute une unité, voilà, par exemple, je pense à tout ce qui est informatique, IT, tout ce qui est informatique, technologie dans les entreprises. Souvent, il y a plusieurs métiers dedans, ils n'ont pas toujours les mêmes objectifs, mais ils sont un groupe, voilà, c'est l'unité, voilà. Et donc là, c'est les coachés, mais on les coach un peu différemment parce que l'équipe, on la coach par rapport à un projet, on la coach par rapport à quelque chose qui est un ciment. Le groupe, on va le coacher plus dans son interrelationnel. Et enfin, bien sûr, il y a du coaching d'organisation, hein, au sens large, donc voilà, d'accompagner complètement sur le système, sur le mode de fonctionnement. Donc ça, c'est les poupées russes, hein, un petit peu. On part du plus petit jusqu'au plus grand. Encore une fois, vous aurez vos préférences. Ce sera à vous de voir, de tester. Il y a des gens qui sont très très bons sur le groupe, sur l'organisation, d'autres qui se sentent beaucoup mieux sur l'individu. Bon, ça sera vraiment à vous de voir. Et enfin, un autre point, moi je distingue quatre grandes thématiques, on va dire, de coaching. Alors, qui peuvent être dans la vie perso, dans le wellness, comme dans le pro, hein, d'accord. Donc, on a tout ce qui va être les coachings de transition, donc accompagner les personnes pour passer d'un état à un autre. Dans la vie personnelle, ça va être, par exemple, pourquoi pas une séparation, ou alors à l'inverse, un début de vie ensemble, j'en sais rien, il y a des gens qui peuvent se faire coacher là-dessus pour le couple, ou un déménagement, ou voilà, ou un changement de pays, une expatriation, enfin voilà. Donc tout ce qui va être transition. Au niveau professionnel, ça va par exemple être une prise de poste avec plus de responsabilités, etc. Ça va être peut-être un changement de projet, ça va peut-être être d'amener un changement dans son organisation, ça va peut-être être un changement d'équipe, ça peut être plein de choses. Donc, donc coaching de transition. Donc, on accompagner quelqu'un pour passer d'un état à un autre. Coaching de performance, qui va être de développer une compétence ou un comportement pour mieux fonctionner. D'accord. Ça peut être plein de sujets. Ça peut être apprendre à parler en public, par exemple, ou être plus à l'aise au niveau de sa communication. Moi, je le fais beaucoup sur le management, donc je le fais beaucoup pour des personnes qui ont besoin de s'affirmer, de développer leur leadership, ou des personnes à l'inverse qui ont besoin d'être plus souples, hein, d'être plus dans la coach attitude, hein, le manager coach. Voilà, donc, développement d'une performance, hein, d'une compétence particulière. Coaching des relations, donc tout ce qui va être en effet le couple, voilà, hein, ça peut être les relations amicales, ça peut être les relations de travail, ça peut être voilà, tout type de relations, ça peut être faire face à un conflit par exemple, mieux gérer un conflit, enfin ça peut être beaucoup de choses. Et enfin, je mets les bilans quand même. Alors, les bilans de compétences sont pas du tout aux mains des coachs, sachez-le. Les bilans de compétences, comme on voit beaucoup, sont faits beaucoup par des psys. Hein, c'est vraiment la chasse gardée des psys encore. Il y a pas mal de coachs qui quand même se mettent sur ce marché. Moi, je fais des bilans de carrière, ce que j'appelle des bilans de carrière, parce que le bilan de compétences, encore une fois, pour moi, est un système très spécifique, avec une structuration très spécifique. Et encore une fois, c'est souvent des psys qui les font, plus que des coachs. Moi, j'aime bien le système bilan de carrière. Et donc, le bilan de carrière, c'est et alors, je reviens sur ces histoires de jeunes adultes, ados, etc. Ça peut aussi rentrer dedans. C'est-à-dire, voilà, je pose quelque chose et je clarifie un projet professionnel, un projet d'études. Voilà, je vois un peu moi où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi je suis bon. Enfin, voilà, un petit peu tout ce côté-là. Pour moi, c'est aussi un coaching à part entière. Voilà. Donc, un peu, voilà les quatre grandes familles. Alors, ça va être intéressant pour vous de voir un petit peu dans quoi vous voulez vous illustrer. Hein. Alors, je vois que j'ai largement dépassé l'heure. Donc j'en suis désolée, mais c'est passionnant. Donc voilà, et je vous avoue qu'on pensait faire 2 heures, puis bon voilà, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on aura 2 heures, je vous le précise. Mais dit le bilan fait par le psychologue ou psychothérapeute. Non, c'est des psychologues, je crois, hein, pour les bilans de compétences. Voilà. Merci Stéphane. Quand on aime, on ne compte pas. Non, mais c'est vrai que je me laisse emporter. Alors, je vais vous demander quand même, parce qu'on a dépassé l'heure, mais je pense qu'il est important que vous réfléchissiez à tout ça.
Donc, on a vu aujourd'hui, on a posé, merci Priscilla, on a posé donc les bases du coaching. Qu'est-ce que c'est que le coaching? Qu'est-ce qu'un coach? D'où ça vient? Les différentes formes. Donc déjà, vous voyez, je suis sûre qu'en regardant tout ça, vous vous dites, ah bah ça m'intéresse. Oh, bah ça non, bah ça oui. Bon. Donc commencez aussi à réfléchir. C'est important pour votre projet. Vous verrez qu'avec ICI, on va vous accompagner sur votre projet aussi. Donc c'est important. Mais c'est bien de vous poser les questions tout de suite. Enfin, voilà, qu'est-ce qui me parle le plus? Vous allez peut-être changer d'avis en cours de route, mais c'est pas grave. Par contre, d'accord, super, mais dit bonne chose si ça répond à pas mal de questions. Ben moi, je vais vous en poser encore des questions. Et on va vous mettre le PDF sur le forum, enfin sur sur la plateforme, pardon. Et j'aimerais bien que vous vous posiez ces questions-là. Il y en a beaucoup. Il y en a trois slides de questions. Alors, je ne dis pas qu'il faut y répondre à toutes et en entier, mais je veux simplement que ça vous effleure l'esprit et que vous commenciez à vous poser ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas aller questionner des clients si on ne s'est pas auto-questionné soi-même. Déjà, ça, je pense que c'est une première règle. Et puis, deuxièmement, vous serez de meilleurs coachs si vous comprenez un peu mieux tout ce qui vous anime vraiment par rapport au coaching, par rapport à tout ça. Alors, j'ai séparé ce questionnement en trois phases. La phase de d'où je viens, alors ça vient d'un livre, Le métier de coach de François Délivré. Alors moi, j'ai mis des petites choses à moi aussi dedans, mais voilà, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est connu. Euh, D'où je viens, donc ai-je effectué un travail de développement personnel dans le passé? On en a parlé tout à l'heure. Me suis-je éventuellement sabotée professionnellement pour en arriver à vouloir être coach? Est-ce que, rappelez-vous, comme Tim Galway, est-ce que ça part d'un échec? Pourquoi pas? Encore une fois, il n'y a pas. Alors, très important, et vous le verrez la prochaine fois, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de choses bien ou pas bien, on s'en fiche, on n'est pas là-dedans. Ce qui est important pour vous, c'est d'y réfléchir et d'en être conscient. D'accord? Donc, vous pouvez avoir vécu un échec à un moment ou un autre dans votre vie professionnelle, avoir décidé de vous recycler. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des burn-out, par exemple, dans leur organisation et qui décident de tout arrêter, puis qui disent, tiens, j'ai envie d'aller vers autre chose, quelque chose de plus qualitatif et je veux être coach. Voilà, c'est une réponse. Quelles leçons ai-je appris du passé qui me seront utiles pour devenir coach? Ça, c'est un point très important parce que ça va être aussi votre socle de votre métier de coach. Qu'est-ce qui me motive à devenir coach? Qu'est-ce qui sous-tend votre envie d'être coach? Est-ce que je répare des échecs personnels en devenant coach? Ça, c'est important aussi. Voilà. Deuxième point, je vois les échanges entre Cyril et Olivier. Bon, Cyril, je vous laisse. Voilà. Ouais, je crois qu'il a une école aussi. Tout à fait, Cyril. Alors ensuite, deuxième phase. Qui suis-je là aujourd'hui, maintenant? Quelles sont les forces et les compétences que je pense avoir pour exercer ce métier? Ça, c'est important. Donc, pensez à ça. Est-ce que je suis quelqu'un qui écoute bien, par exemple, je pense? Est-ce que je suis empathique? Est-ce que je suis patient? Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que je suis positive? J'en sais rien. À vous de réfléchir. Qu'est-ce qui me fait penser que je peux réussir en tant que coach? Voilà. Oui, c'est un devoir maison, Mehdi. Quels sont mes points de vigilance et d'amélioration? Parce qu'attention, on n'est pas parfait, personne. Donc, sachez aussi, repérez-vous les petits points de vigilance. Moi qui me connais bien, que pourrais-je faire qui pourrait me nuire ou nuire à mes clients? Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que le métier de coach m'évite de faire ou d'être? Quel plaisir inavouable je cherche à combler en devenant coach? Et qu'est-ce que le métier de coach développera chez moi comme compétences et points forts? Voilà. Dernier point, où est-ce que je veux aller? Ça aussi, c'est un point. Quelle image de coach ai-je envie de donner de moi? En gros, quel coach j'ai envie d'être? Quel est le personnage héroïque que je rêve d'être en devenant coach? Quel type de coach ai-je envie d'être et pour qui? Alors là, ça, vous voyez, ce qu'on a vu un petit peu juste avant, ça peut vous aider aussi. Quelle est la reconnaissance que j'attends en choisissant ce métier et de qui? Ai-je des alliés et des soutiens pour exercer ce métier? Par exemple, est-ce que votre entourage est avec vous là-dessus et qui croit en vous, qui vous dit mais écoute, c'est super que tu deviennes coach, c'est vraiment toi, ça va vraiment bien t'aller. Qu'est-ce que je fais ou compte faire pour me faire reconnaître des professionnels du coaching et de mes clients? Et quel est mon rêve, mon projet idéal en tant que coach? Alors, je vois toutes les questions, ça s'agite à droite, notamment c'est Anne qui me dit on doit vous le rendre sous quelle forme? Alors, vous n'avez pas à me le rendre. Je vous explique pourquoi. Ce travail, j'aimerais bien que vous le fassiez de deux façons. J'aimerais que vous le fassiez seul, à titre individuel, que vous réfléchissiez d'ici à la semaine prochaine. Déjà, ça veut dire aussi que ce questionnaire, vous allez le garder sous le coude tout au long de votre formation. Et j'aimerais bien que de temps en temps, vous y retourniez, que vous reposiez ces questions. Vous vous disiez, parce qu'il y a peut-être des questions auxquelles vous n'aurez aucune réponse aujourd'hui.
et que vous allez avoir besoin de temps pour y répondre. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. C'est déjà d'y réfléchir individuellement. Vous pouvez le faire par écrit, bien sûr. Vous pouvez le faire simplement dans votre tête. C'est vous qui voyez. C'est à vous de décider. C'est vous qui êtes responsable. Vous voyez, on commence. Hein. C'est vous qui êtes autonome et responsable sur votre formation de coach. Par contre, il est important de vous les poser. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez le faire au long cours, mais je vous demande quand même d'y réfléchir par rapport à la semaine prochaine, parce qu'on se fera un petit retour aussi sur tout ça, sans vous dire, je vais pas vous nommer en disant, voilà, dites-moi ce que vous avez répondu, bien évidemment que non, mais voilà, ce sera intéressant d'avoir un partage. Et ce que j'aimerais vraiment, par rapport à ce questionnaire, parce que vous allez devoir créer des binômes, on vous en a peut-être déjà parlé, je ne sais pas si Olivier vous l'a dit la dernière fois, mais ce qui serait intéressant, c'est que vous choisissiez, voilà, les uns les autres, si ce n'est pas déjà fait, que vous vous choisissiez les uns et les autres, et en fonction de ça, dans les binômes, pourquoi pas d'y réfléchir et d'y penser ensemble. Voilà. Hein. Voilà, déjà, ça va vous permettre de vous connaître les uns et les autres, ça va vous permettre de bien vous découvrir, donc ça, c'est chouette, c'est une bonne chose, et en plus, du coup, ça permettra l'échange. Hein. Voilà. Ok. Donc, première étape, vous y réfléchissez seulement vous, individuellement. Et deuxième étape, avec votre binôme que vous aurez peut-être déjà choisi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, commencez à faire des rapprochements les uns les autres, voilà, pour faire ces binômes. Et puis, voilà, et de vous poser des questions un petit peu ou d'y réfléchir ensemble, d'y répondre ensemble, de générer du débat entre vous, du dialogue. Hein. Voilà. Alors, pour les binômes, sachez que ces binômes-là vont vous être utiles pour travailler entre nos séances. D'accord? Sachez aussi qu'on va mélanger un petit peu tout ça aussi, hein, parce que c'est important pour vous d'apprendre à coacher d'autres gens et que dans nos soirées de pratique, pour ceux qui continuent sur le Master Coach, vous aurez vous aurez à coacher des gens qui ne seront pas vos binômes. Voilà. Hein, donc c'est important aussi. D'accord? Mais pour le binôme, c'est bien parce que vous verrez, avec les binômes, on a toujours des relations super. Moi, j'ai fait en 2011 et je suis encore très amie avec ma binôme qui est aussi maintenant coach. Voilà. Donc, c'est chouette. Ça garde, même si vous allez tous vous fréquenter et tous vous apprécier à un moment ou à un autre. Mais le binôme, c'est toujours un peu une relation particulière. Voilà. Ah, voilà. Alors, j'ai vu que Pascal posait comme question s'il y a des lectures de référence. Oui, Pascal. Alors, bon, déjà, François Délivré, hein, c'en est un. Il y en a plein d'autres, mais rassurez-vous, on va vous les donner au fur et à mesure. La prochaine fois, je vous en donnerai aussi pas mal. Là, voilà, déjà, voilà, si déjà vous regardez François Délivré, c'est déjà pas mal sur le métier de coach, parce qu'on est déjà à ce stade-là, on est plutôt à ce stade-là. Et puis la semaine prochaine, je vous en donnerai d'autres aussi. Enfin voilà, vous inquiétez pas, on va vous nourrir de tout ça au fur et à mesure. Hein, voilà. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Savoir si on, Alima dit c'est un peu difficile. Bah oui. C'est pour ça, laissez mûrir ces questions. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous allez voir peut-être qu'au fur et à mesure, les choses, elles vont venir. Hein. Voilà. Alors, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci Wafa pour votre tour. C'était un plaisir d'être avec vous tous ce soir. Vous êtes un bon groupe, bien dynamique, etc., bien actif, donc ça va être chouette. Alors, petite annonce importante. Donc ça apparaîtra sur le site normalement demain. Merci à vous tous. La semaine prochaine, on se retrouve 30 minutes avant. D'accord? Je vous le précise, c'est 20h heure France, enfin heure Europe demain, la semaine prochaine, donc 20h pour vous, 30 minutes donc avant notre heure habituelle. On aura 2 heures et d'ailleurs, vous voyez, là, on a fait quand même presque 2 heures. Donc la semaine prochaine, on fera 2 heures. Hein, voilà, prenez bien l'habitude, donc 20h la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous, c'était un grand plaisir. Merci pour vos partages aussi. Vous voyez, pour reprendre ce que disait un de nos participants, voilà, on est sur du gagnant-gagnant et du donnant-donnant. Voilà, exactement. On n'est pas seulement sur une formation comme ça. Vous avez aussi beaucoup apporté par vos questions et vos aussi inputs. Merci à vous. Bonne soirée, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.